Ouais. Alors, on y arrive, petit réglage. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième visioconférence de la semaine de Sevrier BD, le festival de la BD du lac d'Annecy. Alors, nous sommes particulièrement heureux de continuer à faire vivre ce festival sous une forme virtuelle, en cette année si particulière qui nous touche tous, avec une première dans notre histoire et en mondovision, s'il vous plaît, en nous attaquant à un gros morceau du 9e art, les comics. Alors, à l'instar des légendes du comic book telles que Alan Moore, Frank Miller, Garth Ennis ou Mark Millar, qui ont tous tué la figure super-héroïque d'une façon plus ou moins violente à un moment de leur carrière, Hollywood ne sera-t-il pas l'ultime fossoyeur des super-héros et plus généralement du comic book? Pour m'aider à répondre à cette question, à la formulation un poil provoque, il faut le reconnaître, mais ô combien essentielle, je suis accompagné aujourd'hui par 3 estimés acolytes. Alors, on va les faire apparaître. Donc, le premier acolyte, qui fait partie de ce que j'appelle la Ligue de justice des intervenants, que j'ai surnommé le Beyonder de la bande, dessiné bien sûr, Julien Hugonard-Bert. Donc, Julien est dessinateur et encreur auprès des maisons d'édition américaines. On peut notamment citer comme œuvre de lui l'excellente série Injustice, les dieux sont parmi nous, qui est sortie chez DC Comics aux États-Unis et chez Urban en France. Également la série Star Wars Agents de l'Empire, qui est une série Dark Horse, publiée chez Delcourt pour la VF. Il s'est également illustré sur Iron Man, The Avengers, qui sont des séries Marvel, ainsi que sur Crossed, qui est une série Avatar, qui, je crois, était sortie chez Panini en France. Sa deuxième casquette, il est intervenant à l'ISART, je ne sais pas si je le prononce correctement, l'ISART Digital à Paris, qui est une école de jeux vidéo, d'animation, d'effets spéciaux. Pour nous accompagner également ce soir, donc le deuxième acolyte de la Ligue de justice des intervenants, que j'ai surnommé le professeur Xavier de l'équipe. Alors, professeur Xavier spirituellement, hein, pas capillairement, j'entends. Donc, il s'agit de Thierry Mornay, qui est responsable éditorial comics aux éditions Delcourt. Hop, mettre un petit coup. Voilà, tout à fait, le visuel. Il est également créateur et scénariste de son propre personnage, du garde républicain qu'il a créé, qui est un super-héros français qu'il auto-édite. Et troisième casquette de Thierry, il est auteur d'ouvrages consacrés aux comics, dont l'excellent Les Indispensables de la BD américaine, chez Huggin et Menin, qu'on voit à l'écran, que je conseille d'ailleurs chaudement, et l'ouvrage Super-héros, qui a été publié chez Black and White. Et donc le troisième acolyte de la bande, et non des moindres, le Hannibal Smith de cette bande touriste pour qui tous les plans éditoriaux se déroulent sans accroc, j'ai nommé Frédéric Vetta. Alors Frédéric Vetta, pour le situer, c'est le fondateur et le directeur de la maison d'édition Vestron Vetta, qui est le foyer historique depuis plusieurs décennies maintenant de séries comme Alien, Predator, Terminator, Transformers et autres franchises US cultissimes des années 80. Alors, vu l'ampleur du sujet abordé ce soir, je me dis qu'il va nous falloir un plus gros bateau. Plongeons néanmoins directement dans la gueule du sujet avec une question simple qui s'adresse à vous trois. C'est quoi un super-héros? Est-ce que c'est simplement un drôle de zigoto qui porte son slip sur ses collants? Je sais pas qui commence, mais... Vas-y Thierry, toi tu as écrit un livre sur ces gens-là, moi je les connais pas. Ces gens-là, ouais. Toi tu ne mets pas ton slip au-dessus de ton pantalon. Ok, super-héros, bon, a priori, si on se réfère à une espèce de définition consensuelle, c'est une personne qui a des capacités au-dessus de la moyenne, que ce soit des super-pouvoirs ou pas, qui par ailleurs dispose d'une identité secrète, la plupart du temps pour protéger sa famille, et qui plus est va agir pour défendre des valeurs, protéger un petit peu les innocents, ou bien peut agir par vengeance, le cas échéant. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui fait à peu près consensus, mais c'est sûr que la définition du super-héros au cours des dernières années, et surtout depuis la déconstruction dont ils ont fait l'objet par Alan Moore, Mark Millar et ceux que tu as commencé par citer, Luc, on peut effectivement étirer cette définition un petit peu plus que sur celle-ci qui est un petit peu limitée. Très bien. Autre question, alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, qui est le premier super-héros?
historiquement parlant? Le plus Bah, grand. les mythes religieux ou Gilgamesh, si on s'en réfère je dirais à l'histoire de l'humanité, Hercule, Thor, tous les dieux polythéistes un petit peu. Puis dans la version moderne, des personnages issus de la littérature feuilletonesque. Hein, je sais pas, on peut penser à Rodolphe, à Jean Valjean même, au Comte de Monte Cristo. Tu parlais de professeur Xavier tout à l'heure, il en existe un dans la BD qui s'appelle vraiment Xavier, c'est Xavier Fournier, et qui a écrit un excellent ouvrage sur le sujet d'ailleurs, où il revient sur toute l'historique de la création des super-héros en l'occurrence, mais on peut parler de Gazelle, du Nyctalope, de Tarzan même, pourquoi pas, ou de Zorro, qui quelque part touche un petit peu à cette définition. Bon, puis en BD après, mais là je suis pas moi détenteur de la vérité, mais enfin on peut citer le fantôme qu'on appelle le fantôme du Bengale en France, qui apparaît en 36. On peut citer Superman en 38, on peut citer Batman en 39, Captain Marvel / Shazam en 1940. Voilà à peu près les bornes sur lesquelles tout le monde s'entend à peu près, quoi. Alors, on va étendre le champ des définitions, je pense, pour le débat, et ne pas se limiter, bien entendu, juste aux simples super-héros, en posant la question qui est un peu plus vaste et plus difficile à cerner, on va dire. C'est quoi un comic book? Pour le public, quelle est la différence avec notre bonne vieille BD franco-belge, ou même le manga d'ailleurs? Alors, pour moi, alors j'ai un petit peu travaillé sur les deux, parce que j'ai également ancré sur des bandes dessinées qui ont été éditées chez Delcourt ou chez Soleil, donc en grand format, le format européen. La différence, c'est une question de taille. Et c'est-à-dire qu'on connaît, je savais que tu allais réagir Thierry, on connaît la bande dessinée cartonnée, 46 pages, avec des pages qui sont un peu plus grandes qu'un format A4, qui font 33 cm de haut à peu près. Le comic book est plus petit, donc ça se lit plus vite, c'est une autre façon plus dynamique de lire une histoire. Par exemple, vous connaissez sans doute la troisième grande famille qui va être le manga, qui là c'est encore plus petit, ça se lit encore plus vite. Donc le comic book, il y a déjà une question de format, de taille de papier, et puis de publication également. C'est-à-dire que si une bande dessinée sort en France dans le marché franco-belge tous les 9, 12, 18 mois pour 40 et quelques pages, dans le marché américain, vous allez avoir une parution qui est beaucoup plus rapide, avec une vingtaine de pages tous les mois. Voilà à peu près une définition qui en vaut une autre. Une autre grosse différence aussi, je pense, qui vient en complément de ce que tu précises, qui tient au rythme de narration, en fait, elle-même, pas seulement au nombre de pages, mais on a une narration qui est probablement beaucoup plus dynamique, comme tu le disais, beaucoup plus décompressée sur la partie comics américain. Et puis on a surtout des genres abordés qui sont peut-être au moins aussi variés que ce que l'on peut trouver dans la BD franco-belge, quoi, hein, puisqu'on y trouve du polar, de la SF, de l'horreur, du fantastique, enfin, des récits intimes, du western, même si on en trouve assez peu dans les comics américains, on va dire, contrairement à ce qu'on trouve en Europe, en Italie ou en France, quoi. Tout à fait. Alors, autre question qui va nous aider à discerner un cadre, pour les personnes qui connaissent moins le sujet. Il existe, la question qu'on peut se poser, c'est, qu'un néophyte en tout cas peut se poser, c'est est-ce qu'il existe en fait des comics en dehors de Marvel et DC Comics, qui sont les deux mastodontes de l'édition américaine BD? Thierry, tu connais d'autres éditeurs que ces deux-là? En fait, moi, mais Fred également, parce qu'on est un peu sur des, je vais pas dire des créneaux identiques, mais on travaille, je dirais, à travers nos catalogues et nos... Ouais, complètement en dehors de DC et de Marvel, par choix en ce qui me concerne. J'ai aucune volonté aujourd'hui d'aller jouer avec les super slips de Disney et Warner. Mais justement, ce qui m'intéresse dans le reste de la production, ce sont avant tout des bandes dessinées dont les droits restent acquis à leurs créateurs, ce qu'on appelle le creator owned. Et ça permet justement d'aborder tous les genres que j'évoquais tout à l'heure à travers des publications multiples et qui émanent d'éditeurs qu'on va qualifier d'indépendants, par opposition à Marvel et DC, qui sont aujourd'hui des grosses agences de gestion de licences et qui appartiennent respectivement à Disney et à Warner, donc à des multinationales du divertissement et qui n'ont plus rien à voir avec les éditeurs qu'ils pouvaient être éventuellement au début ou à une époque.
Fred, c'est un avis que tu partages? Une analyse que tu C'est partages? complètement, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Par choix également, parce que même point de vue perso, c'est vrai que j'en lis plus. J'en lisais beaucoup quand j'étais adolescent, ce qui remonte à quand même quelques décennies. Mais c'est un genre, parce que c'est comment dire, les deux porte-étendards en fait du genre super-héros, Marvel et DC, ceux qui ont quasiment tout fait, tout créé, tout, qui possèdent tout dans ces genres-là. C'est un genre qui m'intéresse pas au point de vue en tant que lecteur, ni encore moins en tant qu'éditeur. Donc oui, la question à la base, c'était est-ce qu'il y a quelque chose en dehors des super-héros? Bien sûr, en dehors de DC et Marvel, il y a énormément de choses qui se font dans des genres très variés et avec des propos, des publics même divers. Et oui, donc oui, Thierry et moi, on bosse sur ce créneau-là, c'est-à-dire un truc en dehors qui peut intéresser d'autres gens. C'est surtout ça. Oui, sachant que oui, pardon, sachant qu'il n'est pas impossible de continuer à lire des super-héros tout en s'intéressant à autre chose. Moi, j'ai rien contre les lecteurs de super-héros. Je sais que personnellement, j'ai un peu j'ai évacué, je dirais, le fantasme adolescent que représente la surpuissance que les super-héros incarnent, quoi, depuis longtemps. Je continue à en lire un petit peu parce que parfois il y a des auteurs effectivement qui sont un peu exceptionnels et qui continuent à officier sur ce genre-là, et j'aime à suivre leurs travaux, mais c'est vrai que c'est loin d'être le genre de prédilection, à la fois en tant que lecteur comme Fred, ou même à plus forte raison en tant qu'éditeur. Par contre, ta question est assez légitime parce que c'est vrai que le marché américain, c'est 75-80%, si ce n'est plus, Marvel et DC, qui à eux deux vont squatter une grande majorité des rayonnages des comic shops. Donc c'est vrai que ta question est légitime. Fatalement, ça se ressent la vu que c'est ce qui est le plus mis en avant, c'est ce qui est le plus du coup représentatif de la BD américaine, donc du comics. Donc c'est forcément assimilé comme le genre dominant, et on peut le réduire à ça si on a un point de vue extérieur qui s'intéresse pas du tout au milieu. C'est comme ça qu'on le résume effectivement. Mais le vrai problème vient souvent que le vrai problème vient, à mon sens, souvent du fait que beaucoup de personnes, voire même lecteurs, apparentent le mot comics uniquement au genre super-héros, ce qui est extrêmement réducteur en réalité. Il y a tellement d'autres choses et une richesse assez incroyable en termes de création aujourd'hui de la part des auteurs américains. Et c'est toujours très dommage effectivement que le facteur curiosité ne fasse pas que l'on s'intéresse à autre chose que le genre super-héros, qui est un genre un petit peu suranné maintenant, même si c'est vrai, la puissance marketing de ces multinationales du divertissement, comme je le disais tout à l'heure, que sont Disney et Warner, fait en sorte qu'ils inondent le marché, occupent de la place, au détriment effectivement d'œuvres qui souvent sont au moins d'aussi bonne qualité, voire meilleures, dans des registres différents. Mais en France, on pourrait faire le même genre de comparaison, et d'ailleurs, des éditeurs américains m'en ont déjà parlé. Pour beaucoup d'étrangers, la BD française, c'est de la BD historique. C'est-à-dire que c'est Alix, que c'est Torgal, que c'est moyenâgeux, que c'est romain, que c'est la période qui est importante plus que l'histoire qui est racontée. Donc, et nous, qui sommes français et qui lisons de la bande dessinée, on sait très bien qu'il y a pléthore d'autres genres. Ben, c'est un peu pareil, je pense, pour le marché américain. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache une forêt. L'arbre, il est peut-être un peu gros dans les deux cas, mais il faut reconnaître que derrière, il y a toute une forêt de choses très intéressantes et très variées. Au-delà même de l'aspect historique, il y a le genre aventure, par exemple, avec Tintin, qui reste, en dépit du fait qu'on n'a jamais vu d'album depuis 30 ans, quelque chose qui continue à se vendre et qui résonne à l'étranger. Astérix, une BD d'humour, Luke, qui est un western humoristique. Voilà les grosses choses qui continuent encore à avoir une résonance à l'étranger, effectivement. Ouais. Alors maintenant, je souhaiterais, si vous le voulez bien, aussi aborder, alors brièvement, parce qu'on y reviendra dans une seconde partie de la table ronde, je souhaiterais aborder la spécificité du modèle de production de BD anglo-saxon qui diffère du modèle de franco-belge. Thierry en parlait un petit peu tout à l'heure, Fred aussi a évoqué les différences qu'il existait un peu, mais en fait, très prosaïquement, quelle est la différence en fait entre une BD créée en France et une BD créée aux USA, outre le format que Julien évoquait tout à l'heure?
Eh bien, je me permets de commencer. En tant qu'encreur, je pense que j'ai peut-être un peu touché justement la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un besoin de régularité. Le premier éditeur que j'ai rencontré en convention, c'était Dan Didio, qui m'a dit, tu sais, entre la qualité et le délai, je choisirai toujours le délai. Mais si la qualité n'est pas là, je ne refais pas appel à toi le mois prochain. C'est-à-dire que depuis 1938, tous les premiers mercredis du mois, il y a un épisode de Superman qui sort. Point. Qui est des guerres, qui est... Alors bon, l'histoire du Covid a un petit peu tout chamboulé, mais en tout cas, dans le monde d'avant, celui d'avant le Covid, il y avait quand même un épisode qui sortait systématiquement. Et c'était impératif. Donc, 20 pages par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut un tout petit peu de week-end, si on veut 2 jours de week-end par mois, ça nous fait 1 page par jour. Et un seul auteur va avoir énormément de mal à faire 1 page par jour seul. C'est pour ça qu'on va séparer les tâches, la plupart du temps en tout cas. On va avoir un scénariste, un dessinateur, penciler, un encreur, inker, un coloriste et un lettreur, chacun travaillant ainsi à la chaîne. Donc, par exemple, le dessinateur, il fait la page 1 le lundi, il donne la page 1 à l'encreur le mardi. Pendant ce temps-là, il dessine la page 2. Et le mercredi, l'encreur donne la page 1 au coloriste, le dessinateur, il dessine la page 3 et l'encreur encre la page 2. Et ainsi, avec ce système de chaîne, au bout de 20 jours plus 2 jours, on est capable de faire 20 pages. Concrètement, ça merde toujours. Il y a toujours un moment où quelqu'un est en retard. Mais le principe, c'est ça. Ouais. Alors, c'est une forme de taylorisme appliqué à la bande dessinée, en fait, dans sa manière de le produire, quoi. Exactement. Alors qu'en France, on a plutôt des auteurs. D'ailleurs, vous remarquez que je vais parler plutôt d'auteurs pour les bandes dessinées françaises, parce que aux États-Unis, en tout cas chez Marvel et chez DC, chez les Big Two, nous sommes des prestataires en quelque sorte. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui faisons de la BD en fonction de la demande de l'éditeur. Tandis qu'en France, l'auteur va créer un projet, le proposer à un éditeur. Ça va être l'auteur qui va mener son projet à terme et il va avoir 6 mois, 9 mois, 1 an et demi pour faire ses 46 pages. Et donc, il sera en mesure de faire tout seul ou bien il pourra être un dessinateur avec un scénariste, éventuellement être aidé par un coloriste ou une coloriste. Et ça change quand même beaucoup. Et le rythme de publication lui-même fait que la façon dont on produit ces bandes dessinées change d'un pays à l'autre. Alors, il y a peut-être quelques petits bémols, parce que ce que tu cites, et moi je suis complètement d'accord, c'est une tendance lourde et générale, mais la réalité qui est parfois occultée, en fait, hein, c'est que même de tout temps, en France et dans bande dessinée franco-belge, par exemple, Tintin n'a jamais, ou Astérix n'ont jamais été réalisés par une seule et même personne, en particulier pour la partie dessinée. On sait dorénavant qu'effectivement, il y avait un studio qui venait filer un coup de main à Hergé pour dessiner Tintin. On sait que Uderzo n'a pas forcément été le seul à dessiner l'intégralité de tout le contenu de toutes les cases des Astérix, notamment avec son frère Marcel, décédé il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a aussi parfois ce genre de choses qui intervient. Tu parlais des coloristes, et jusqu'à une certaine époque, avant que les coloristes soient même crédités dans les bandes dessinées franco-belges ou reconnus en tant que tels, c'était les épouses, hein, tout simplement, des dessinateurs qui avaient tendance à prendre ce rôle-là de manière à ce que leur mari finisse les pages à temps, hein, tout simplement. Il y avait là aussi une forme à l'intérieur du couple de taylorisme qui se mettait en place, de façon à ce que voilà, les pages soient rendues à temps. Et puis l'autre tendance aussi qui est un petit peu plus récente, on va dire, qu'on peut faire remonter à 10 ou 15 ans en arrière, c'est que le rythme de publication d'un certain nombre de séries, même en France, enfin, en termes de BD franco-belge, s'est accéléré. Et bon, il est aujourd'hui assez fréquent de voir effectivement des séries connaître plus d'un album par an. Publié, surtout lorsque ces séries rencontrent un certain succès. Donc voilà, il y a des évolutions, il y a une espèce d'osmose qui s'opère entre les méthodes de travail d'un pays à l'autre, de la même manière que, par exemple, stylistiquement, beaucoup d'auteurs français se nourrissent de mangas, se nourrissent de comics, se nourrissent d'animation japonaise, parce que c'est ce qu'ils ont suivi, c'est ce qui a constitué leur cœur artistique dès le départ, quoi. Mais en fait, on a l'habitude de parler de l'industrie du comics américain et on a l'habitude de parler du 9e art pour la bande dessinée française. C'est un peu, c'est un petit côté franchouillard, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, c'est tout aussi artistique de lire un Hellboy, par exemple, de Mike Mignola,
qui n'a qu'un coloriste pour l'assister, c'est peut-être un lettreur quand même, alors que je vais dire du mal d'une BD Delcourt, mais c'est pas vraiment du mal, alors qu'il y a des séries concept comme par exemple des Jours J ou qui sortaient 3 ou 4 albums par an, donc c'était 120 pages, 120 pages tous les 46 pages tous les 2-3 mois. Bon, j'exagère peut-être un peu le rythme, mais toujours est-il qu'il y a également un côté très industriel dans cette production de ces séries concept. Et inversement, on peut avoir quelque chose de très artistique chez un éditeur américain. Alors, c'est un sujet vaste, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va réaborder tout à l'heure en détail les modèles et les droits d'auteur, qui sont une question qui est fortement liée à ça, propre aux comic books. Pour l'instant, je vais vous proposer un petit jeu, un mini quiz, en fait, donc destiné à nos intervenants, mais aussi aux téléspectateurs qui pourront tenter de répondre en commentaire. Alors, la question que je vous pose, c'est quel a été le premier comic book aux États-Unis? Non, les souvenirs que j'ai pour avoir étudié la question dans un des bouquins que tu citais tout à l'heure, je crois tout le monde s'entend à peu près sur le fait que ça pourrait être Funny on Parade, un comics début des années 30, et qui, dans sa forme et sa conception, est effectivement un peu le tout premier comics. En revanche, faut savoir que les comics américains sont nés au départ. D'ailleurs, comics américains, c'est un pléonasme en fait. Les comics, donc la BD américaine, elle est avant tout née dans les journaux. Donc, faut savoir ce qu'on entend exactement par premier comics, ou puisque le départ, c'est les comic strips en fait. Hein, c'est les bandes dessinées qui étaient prépubliées dans les journaux et qui ensuite ont émigré vers des formes un peu plus autonomes de publication. Et ben, réponse J'ai très bien complète. répondu. Oui, très bien. Très bien. J'avais également noté qu'il y avait, justement, que Vincent vient d'afficher, Les Amours de Monsieur Vieuxbois, du caricaturiste suisse Topfer, qui apparemment a été traduit aux États-Unis en 1842. Donc ça veut dire que ça prédate pas les comics, les formes de strips dont tu nous parlais tout à l'heure, Thierry. Mais en tout cas, ça prédate des strips plus connus comme The Yellow Kid, dans Yellow Kid, ouais. Ou des Katzenjammer Kids, je ne sais pas si la prononciation est bonne. Ouais. Pim Pam Poum en français. Ouais. Ça. Vincent BD nous propose un bien sûr, ouais. Ouais. Mais c'est plus tardif, il me semble. C'est pas une 10. Est-ce vraiment un comic book? C'est pour ça qu'il faut s'entendre sur ce qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que c'était une page qui était publiée dans le journal, dans les pages jaunes, dans les Yellow Pages. Voilà, qui était la version du dimanche du journal du quotidien. Et donc, et à ma connaissance, ça n'a peut-être pas été publié sous forme de comic book à l'époque, donc compilé, c'est-à-dire que souvent les comic strips étaient compilés, ensuite réagencés de façon à avoir la forme d'un comic book, donc de ce livret qu'on connaît maintenant. Je suis pas sûr de moi là, donc non, mais les tout premiers comics étaient en l'occurrence en fait des compilations de choses qui avaient d'ores et déjà été publiées. Et il faut savoir que les premiers comics c'était des choses qui étaient distribuées gratuitement. C'était un peu l'équivalent du cadeau bonus pour les plus de 50 ans qui savent encore ce que c'était. C'est-à-dire c'était le cadeau qu'on mettait avec la lessive. Là-bas vous achetiez tel ou tel produit et il y avait un comics qui était offert. Donc une fois que tout ça a été bien épuisé, lorsque les imprimeurs qui mettaient en place ce genre de produits n'ont plus eu accès à suffisamment de matériel qui était du matériel de réédition finalement, qui allait chercher dans tous les strips qui étaient initialement publiés dans les journaux. Ils se sont dit tiens, faut peut-être qu'on embauche des créateurs pour dessiner des aventures inédites et créer des séries inédites quoi. Et là ça a été vraiment le début de ce qu'on appelle, comme disait Julien tout à l'heure, l'industrie des comics, mais bon qui n'est jamais qu'un artisanat en fait, puisque les auteurs de BD restent des artisans qui travaillent un petit peu penchés sur leur planche toute la journée, tout seuls dans leur maison. Alors, on va rester en fait dans l'historique du médium.
désormais, pour enchaîner sur la deuxième partie de la table ronde, donc on va rester sur cette historique du médium qu'on va aborder désormais sous l'angle des adaptations comics sur petit et grand écran, vu que c'est le cœur de la question à laquelle on propose de répondre ce soir. Donc, ma première question pour cette partie, c'est quelles sont les premières adaptations de comic book, que ce soit sur petit écran ou autre, même si on a tendance à d'abord penser au feuilleton radiophonique, par exemple, dans les années 40. Je sais pas, Fred, tu veux y aller, puisque tu travailles beaucoup sur ces personnages, ouais. Il me semble que c'était les serials d'avant-programme au cinéma de Flash Gordon, je crois. Il me semble. Ouais. Captain America, Flash Gordon, ouais. Ouais, Captain America, on faisait déjà partie, il me semble, ouais. Ça remonte aux années, tout de suite aux années 40, début des années 40, fin des années 30, ouais, il me semble. C'était ça, les toutes premières adaptations de comics, ouais, sur écran, en tout cas. Ouais. Mm-hmm. Après, il y a eu les séries télé plus tard dans les années 50, je crois, avec la série Superman où il y avait George Reeves. George Reeves, ouais. Et après, ça s'est développé, mais les premiers pas, c'était ça, ouais. Ouais, c'était les céréales, ouais, tout à fait. Buster Crabbe, qui jouait le rôle de Flash Gordon, notamment. Et puis après, il faut attendre les années 60, en fait, avec l'une des plus connues des adaptations, qui est la fameuse série Batman du milieu des années 60, hyper kitsch, mais qu'on se plaît à revoir. Et puis dans les années 70-80, ensuite, Hulk, par exemple, avec Lou Ferrigno et ses sandales vertes en plastique. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Un petit aperçu du Batman psychédélique qui a marqué notre enfance à tous, je pense, ici ce soir. Sachant que moi, je suis né en 79. Hein. Donc, T'es un petit jeune. L'idée de... Voilà, même si le Batman de 66... moi, je suis né en 79, et pourtant, j'ai vu cette série télé Batman parce que la télé française rediffusait énormément. On se rend compte que la génération, par exemple, Goldorak ou Albator, en fait, elle dure, c'est entre les gens qui ont 55 ans et qui ont 35 ans. Parce qu'ils ont tellement sur-rediffusé ces dessins animés que tous les gamins entre 1970 et 1990 se sont tous tapés Goldorak et Albator. Ils ont mangé, ouais, c'est sûr. C'est rigolo, quoi. Mais alors, c'est super drôle d'ailleurs, parce que quand on va discuter ensuite avec un Américain, un auteur ou quoi, on va avoir des références qui sont assez proches. Et le mec va me regarder avec des yeux ronds et va me dire: attends, j'ai 20 ans de plus que toi, comment ça se fait que tu connaisses cette série télé? Je dis: je l'ai vu gamin. C'est pas possible. Ouais, mais nous, on avait 3 chaînes, enfin, voire une au départ, quoi. Donc, obligatoirement, c'était un canal qui regroupait tout ce qui pouvait être intéressant. Ouais. Samedi est à vous, hein. Je sais pas si pour les plus anciens si ça parlait, mais c'était absolument génial, ça. On avait un découpage par tranche, de tranches télévisuelles par genre, où il était question d'aller voir une série, un feuilleton de SF, puis un feuilleton humoristique, puis une série animée. Enfin voilà, et on a découvert Tezuka de cette manière-là. On a découvert des tonnes de choses en fait qui sont imposées, quoi. C'était génial. Alors, par la suite, donc si on poursuit cette évolution dans le temps, on pense également, alors on était sur le Batman de 1966, on pense aussi au film Batman de Tim Burton dans les années 90. Alors ça, c'est une petite animation je crois que c'était Marvel Super Heroes, il me semble, à peu près à la même époque que Batman, si je ne me trompe pas, dans les 66 aussi. C'est du GIF, en fait, avant l'heure. Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, on pense donc forcément au film Batman de Tim Burton dans les années 90 qui ont quand même marqué leur époque. Et par la suite, et évidemment les séries animées DC Comics, notamment le Batman qui était fortement inspiré, enfin créé même par Bruce Timm à l'époque. Et par la suite, on se rend compte qu'il y a eu une espèce à partir de 2000, en fait, avec l'arrivée de X-Men et l'évolution des effets spéciaux, on a franchi un cap, en fait, qui du coup a lancé l'ère moderne des adaptations de super-héros et tout ce qui est venu après, dans lequel on baigne encore aujourd'hui.
Ouais, mais on peut pas ne pas citer quand même dans les années 80 Christopher Reeves en tant que Superman, quoi, et les films de Donner, parce que ça a été, en ce qui me concerne, la première fois que je voyais un homme voler et j'y croyais visuellement. Voilà. Avant Bryan Singer et ses X-Men. C'était d'ailleurs très étonnant parce que donc moi, comme je disais, je suis né en 79. Je n'ai pas vu le premier Superman au cinéma, mais je l'ai vu à la télévision lors de sa première diffusion. Lors de sa première diffusion, souvenez-vous, c'était le siècle d'avant. On avait des programmes télé 7 jours par exemple. Plus personne n'a de programme télé. Et et il y avait un petit article en disant Superman passe à la télévision, c'est un événement. Par contre, faites attention à vos enfants qui ne mettent pas une serviette autour du cou et qui ne sautent pas par la fenêtre parce que c'est pas la cape qui fait voler Superman. C'est un extraterrestre, etc., etc. Bref, peu importe. Mais à ce moment-là, c'était, comme disait Thierry, c'était la première fois qu'on voyait un homme voler. Ou en tout cas qu'on y croyait suffisamment. De manière crédible. Aujourd'hui, si on regarde... Enfin, allez, je vais commencer à rentrer dans le débat. Si on regarde Avengers Endgame, ça pète dans tous les coins. Il y a des gens qui volent, qui se décomposent, qui se transforment et tout ça. Bon, moi aujourd'hui, je suis complètement blasé par les effets spéciaux. Donc, quand je regardais le Superman enfant, je croyais qu'un homme pouvait voler. C'est plus du coup. Enfin, aujourd'hui, les gamins qui regardent un film de super-héros, ils ne sont pas du tout étonnés, quoi. Ils disent, ben ouais, c'est un mec qui vole. Enfin, ça va, on sait comment ça va, les effets spéciaux. Et c'est pour ça que Thierry, parlant de ce Superman, ça a été quand même quelque chose d'assez important pour nous, parce que voilà, ça nous a montré qu'il était possible d'avoir nos héros de papier sur grand écran. Alors c'est marrant ce que tu disais à propos de ça et de l'avertissement qui était fait aux parents à propos de la serviette autour du cou et il fallait pas que les gamins sautent du balcon et tout ça. Ça m'a fait penser immédiatement au dessin animé des Fantastic Four de Hanna-Barbera, dans lesquels effectivement il n'y avait pas la torche, parce que les producteurs avaient jugé que avoir un personnage qui s'enflammait pouvait être un risque conséquent pour les enfants qui risquaient de vouloir faire pareil, de s'immoler en fait pour ressembler à la torche. Et on avait remplacé la torche par un petit robot. Dans le cadre les 4 Fantastiques, c'était Mister Fantastic, c'était Invisible Girl, et puis c'était la chose, pourtant assez monstrueuse, hein, si on en croit le code de l'époque, et un robot. Et la torche n'est absolument pas apparue dans ces premières versions du dessin animé. Là, on faisait très très attention à nos chères têtes blondes. Oui. Alors, pour rester dans les années 80, vous citiez l'exemple de Superman, il y a aussi également le cas particulier de séries et films qui ont été créés à partir de jouets / comics. Je pense notamment aux Transformers. Alors Fred, en tant qu'éditeur français des Transformers, tu vas peut-être pouvoir éclairer notre lanterne sur cette particularité. C'était une époque magique en fait où en gros tout était à créer les années 80, tout était en place pour que ça se fasse en tout cas. Et pour Transformers c'est un peu particulier parce que ça part vraiment d'une ligne de jouets japonais à la base que Hasbro a adapté en fait pour le marché américain en leur créant une histoire, en leur créant une mythologie autour. Du coup, comment dire? Je crois que ça a été quasiment ça a été le second. Le premier, c'était G.I. Joe qui avait eu ce cas-là où on a demandé à un éditeur de BD, en fait, qui était Marvel à l'époque, de créer, en fait, une histoire et de créer un contexte, en fait, pour mettre en scène ces jouets et en faire la promotion. Le truc à la base, c'est que c'était un dessin animé pour promouvoir, en fait, les produits du rayon jouets, quoi. Et ça a pris une ampleur parce que les étoiles étaient alignées pour nous, quoi. C'était l'époque qui voulait ça, c'était l'engouement du public, l'envie de voir de nouvelles choses. Et c'est comme ça que ce qui est devenu et ce qui fait partie aujourd'hui de notre culture en fait a été créé. C'est purement marketing à la base. Il y a alors autre cas particulier, je pense qu'il est intéressant à souligner, c'est l'interconnexion, toujours dans cette thématique justement d'interconnexion entre médias, si on peut appeler ça comme ça. Je pense notamment au cas particulier de comics / jeux vidéo cette fois-ci. Tout à l'heure, quand je présentais Julien, je citais l'exemple de la série Injustice qui est sortie chez DC, qui à la base était un jeu vidéo, si je ne me trompe pas.
Julien, comme tu as travaillé sur la série, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur cette particularité. Pardon, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. On est un petit peu dans le même cas que les Transformers 30 ans plus tôt, c'est-à-dire que on est dans un cas où le comics est un produit dérivé pour vendre quelque chose d'autre. Le comics était Injustice, est un produit dérivé pour faire la promotion d'un jeu vidéo, tout comme des dessins animés pouvaient être des produits dérivés pour être une gigantesque pub pour vendre des jouets. En fait, le centre de gravité il n'est pas sur le comics, il est sur le jeu vidéo, et c'est là où DC Comics, Warner, espère faire de l'argent. Mais, chose étonnante, ce comics, cette série, a eu un certain succès avec Tom Taylor au scénario, et honnêtement, il a fait un excellent travail. C'est un très bon scénariste. D'ailleurs, on disait un petit peu du mal des héros mainstream qui nous lassaient un petit peu. On est tous un peu dans ce cas, c'est-à-dire que nous sommes de vieux lecteurs. Et donc, on n'a plus beaucoup de fraîcheur dans nos lectures. Et pourtant, il y a quelques... Mais non, t'es de 79, mec. Tu sais. C'est déjà vieux. Et voilà, donc Tom Taylor a réussi à attirer l'attention sur cette série-là, qui, encore une fois, n'est qu'une série dérivée à la base. Et cette série a pris son envol et un certain succès. Mais en fait, je devance peut-être un peu tes futures questions. Pour moi, l'industrie du comics est devenue le produit dérivé de l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que la boucle se boucle. Ces personnages sont d'abord faits pour faire de la thune, parce que c'est une industrie, on est là pour faire de l'argent, hein, Disney, Warner, pour faire de la thune au cinéma, et les comics ne sont plus spécialement la locomotive. Non, c'est juste un laboratoire. C'est un laboratoire de recherche et de développement éventuellement pour des idées qui sont ensuite remodelées, travaillées différemment. Mais c'est le cas déjà depuis une trentaine d'années en réalité. Ça ne disait pas son nom, c'était fait de manière masquée, mais de nombreuses séries de comics ont été créées dans ce but-là. En remontant même un petit peu plus loin, une quarantaine d'années, j'ai pensé tout à l'heure quand tu parlais, Julien, à Secret Wars, aux guerres secrètes, qui était en fait un comics, une espèce de grand crossover de tous les personnages de l'univers Marvel, et qui visait quasi exclusivement à l'origine à vendre des jouets et des plateaux avec des petits personnages. Voilà, c'était ça l'objectif de Guerre secrète au départ, c'était de vendre du jouet en fait. C'était pas forcément d'écrire l'histoire du siècle, même si on regarde avec attendrissement aujourd'hui ce tout premier gros crossover de chez Marvel. Bon, c'était un événement éditorial, mais en réalité, ça faisait qu'à vendre du jeu derrière. On va peut-être en profiter pour donner une définition de ce terme barbare qu'on a entendu dans ta bouche, de ce qu'est un crossover, Thierry, pour les gens qui ne connaissent pas. Un crossover, c'est tout simplement la rencontre de deux personnages qui animent leur propre série et qui vont se retrouver le temps d'une aventure commune, quoi. Et donc là, dans le cadre des guerres secrètes, c'était un énorme crossover dans le sens où on crée une série spécialement dans laquelle effectivement l'intégralité des personnages qui eux-mêmes avaient leur propre série, Spider-Man, Captain America, les Avengers, Hulk, les Fantastic Four, intégraient cette série qu'on appelait Guerre secrète le temps d'une année entière. Donc ça a été vraiment un gros événement éditorial à l'époque sous l'égide de Jim Shooter, qui était l'éditeur in chief, le big boss de Marvel à l'époque, éditorialement parlant. Et c'est vrai que ça a bien marché pour eux, quoi. À tel point qu'aujourd'hui, ils en font un usage immodéré et qu'on passe de crossover en crossover, de gros événements à gros événements sans plus rien y comprendre. Ce qui est une des raisons pour lesquelles peut-être au bout d'un certain temps on peut se passer de ces personnages qui perdent complètement toute substance et qui ne appartiennent plus en fait aux auteurs qui les animent dans leur propre série. Alors pour cette question des crossovers, en fait même des méga crossovers dans certains cas, il y a différentes choses. Il y a la première chose qui, je pense, est importante à signaler, c'est qu'il y a eu des adaptations cinéma qui ont engendré des comics. C'est-à-dire que là, on est dans l'autre sens. Je pense notamment à des franchises comme Alien, Predator, Terminator. Alors la question se pose dans ce cas-là,
pour quelqu'un qui n'en a jamais lu, quel est l'intérêt de ce passage du grand écran au papier? Qu'est-ce que ces récits ont de plus, en fait? Qu'est-ce qu'ils apportent à la mythologie déjà existante de ces monstres sacrés du cinéma? C'est justement l'intérêt, c'est justement l'apport de ce qu'on voit pas, l'apport à créer des récits par rapport à ce qu'on voit pas à l'écran, développer un univers qu'on peut peut-être pas montrer à l'écran et tester des choses, apporter des concepts qu'on aurait du mal à montrer à l'écran en fait pour des questions de budget, pour des questions de plantage commercial évident. On peut pas amener certains. Tu prends par exemple, tu prends Terminator, voilà. Du moment où le premier a marché, tu as un style narratif, tu as un style visuel en fait qui s'est instauré. Tu peux pas par la suite partir sur un truc avec beaucoup plus d'éléments comiques, ou tu peux pas partir sur un truc trop. Tu peux pas faire un Terminator par exemple au Far West ou à la Renaissance, alors que c'est possible du point de vue de l'histoire, ils peuvent remonter dans le temps, tu vois. Et tu peux encore moins faire un crossover avec Transformers ou avec, je sais pas, avec Retour vers le futur. Ça aussi, ça pourrait arriver narrativement, tu vois, mais tu peux pas faire un film avec ça. Par contre, tu peux délirer à faire une BD, parce qu'une BD, c'est pas le budget d'un film. Une BD, si ça se plante et tu passes à autre chose. Alors qu'un film, ça te plante un studio, ça te coûte des millions et tu peux pas t'amuser à faire ça, quoi. Ça, c'est l'explication pour laquelle certains trucs se font pas. Mais l'intérêt, en fait, des BD tirés de films, c'est de développer, en fait, tout ce que tu vois pas à l'écran. Tu prends Alien, en fait, allez, tu prends le premier, c'était un truc avec 7 personnes bloquées dans un vaisseau. Tu savais pas ce qu'il y avait autour. La BD va développer tout ça, va donner d'autres histoires, va t'élargir l'univers en créant d'autres intrigues aussi intéressantes que ce que tu as vu au ciné. Il y a une espèce de contre-exemple, Fred, si je ne m'abuse, c'est celui du Alien Predator, qui a été créé dans le cadre d'une bande dessinée et qui ensuite est devenu cinéma. Donc les allers-retours en fait fonctionnent dans tous les sens dans ce domaine-là. Et c'était une création vraiment des studios de chez Dark Horse à l'époque. Tu prends le. Ouais, c'est ça. En 89, ils avaient fait la BD. Il y a eu après un jeu vidéo un jeu d'arcade qui était assez populaire. Et quand il a été question de relancer, parce que c'est des séries, je dirais le Alien Résurrection, c'était en 97, Predator 2, c'était en 91, alors que AVP, c'était en 2004 que ça a été fait. Et puis c'est des licences qui étaient qu'on considérait comme mortes pour le cinéma. Donc tant qu'à faire, testons un truc, essayons de raccrocher au niveau des BD qui elles avaient un public qui suivait en tout cas. Et testons ça. Mais les crossovers au cinéma, c'est quand même un exercice, c'est quand même assez rare. Là, t'as King Kong, Godzilla qui vient de sortir. Avant ça, je parle en dehors des super-héros, faut quand même aller chercher loin. T'as Freddy contre Jason, c'était en 2003, avec en 2004. Avant ça, t'avais pas grand-chose au niveau crossover. T'avais Dracula contre Frankenstein, ça date des années 50 ou 60, je crois. Il y avait le premier King Kong Godzilla, pareil, dans les années 60, mais c'est extrêmement rare. C'est parce que c'est beaucoup plus risqué. Le public ciné, ça a beau être le même public, t'es moins ouvert à voir un film où tu vas avoir ce genre de rencontre qu'une BD, parce que tu fais la différence, c'est pas pareil. Mais les monstres Universal, effectivement, c'est une espèce d'univers qui n'a jamais dit vraiment son nom et qui a toujours été quelque chose que les studios voulaient développer, justement. Il a même été question que ça soit Guillermo del Toro qui s'occupe de ça à une époque, en fait. Et ça aurait été, moi, je sais pas, j'aurais bien aimé voir la patte de del Toro sur l'ensemble des monstres Universal pour en faire un ultime crossover avec tous ces personnages-là, quoi. C'est vrai. Alors, mais ça, bon, la preuve, c'est que même quand ils ont commencé à faire leur Universal, quand ils ont voulu commencer à créer cet univers, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était avec la momie avec Tom Cruise. Ah oui, c'était un plantage. Bon, le film, ça a tout foutu là, parce qu'ils avaient annoncé en fait dès le début que ça allait être un truc partagé, un univers avec justement des crossovers et puis des mélanges un peu qu'on n'avait pas vraiment vu à l'écran. Il n'y a pas eu l'engouement du public, quoi. Je veux dire, c'était pas fou, et en plus des qualités du film qui sont peut-être pas au top, ça a planté en fait le truc. C'est pas le même dire. Je crois que le crossover en fait s'exprime mieux de toute façon dans la BD que sur écran, et le public sera toujours plus ouvert à un crossover en BD que dans un film. Je parle des crossovers, encore une fois, vraiment interpropriété. Je parle pas des mélanges, enfin j'appelle plutôt plus que des crossovers, c'est plutôt, j'appelle ça des events en fait, parce que c'est vraiment le même univers, tu vois,
Avengers, les Justice League et tout ça, c'est un seul truc finalement. Tu vois, t'as pas de, tu peux plus vraiment parler de crossover, quoi. C'est C'est pas un, assimilé, quoi. c'est pas un Judge Dredd, Alien, Predator comme on voit à l'écran là. Qui est vachement bien. C'est ça, c'est pas du tout ça. Et ça paraît, bon, peut-être qu'en film, ça l'aurait fait, hein, parce que ça resterait peut-être un truc un peu, je sais pas, mais voilà, en BD, oui, c'est typiquement le genre de truc qui fait l'intérêt des crossovers en BD, quoi. Alors Alors, concernant Buffy contre les vampires avec Dracula, ça pourrait le faire, quoi. Ouais, ça pourrait le faire aussi. ça commence à balancer des idées là, donc je pense que on va finir avec une belle proposition BD avant la fin. James Bond et Sabrina, on peut y aller, hein. On tient quelque C'est chose. pas un porno. Non, mais on va se faire taguer après, ça va pas aller. C'est important de le préciser quand même, c'est bien. Alors concernant ces procédures papier, en fait, pas tant l'interrogation, mais la remarque qu'on peut se faire, c'est que est-ce qu'ils n'étaient pas annonciateurs du potentiel que représente ou qu'a représenté, ça dépend du point de vue qu'on a, des univers partagés comme Fred en parlait tout à l'heure, comme celui du MCU, du DCU. Le MCU, c'est l'univers cinématographique Marvel. C'est-à-dire que c'est un univers partagé par tous les personnages qui peuvent intervenir dans le film de l'un ou de l'autre sans qu'il y ait de soucis de continuité, on va dire. Et le DCU, qui est l'équivalent chez DC Comics de l'univers étendu DC Comics. Alors, est-ce que ces crossovers papier n'étaient pas annonciateurs en fait du potentiel que les effets spéciaux et le cinéma ont permis aujourd'hui à ces univers-là? Probablement d'une certaine manière, mais enfin, honnêtement, les comics sont déjà une manière, les comics de super-héros, ils fonctionnent avec un carburant qui est l'exagération, d'accord? Donc, more is beautiful, c'est-à-dire qu'il en faut toujours plus pour attirer le lecteur. Conclusion, on met plus de personnages, on crée des événements interplanétaires encore plus gros que le précédent. Le cinéma se part de ça, et le cinéma, c'est quand on bâtit des blockbusters comme le font aujourd'hui des sociétés comme Marvel ou comme DC, comme Warner et Disney. En l'occurrence, il faut rechercher quelque chose qui soit plus grand que nature, parce que c'est ce qui va faire se déplacer les gens en salle au moins dans la période pré-Covid. Mais obligatoirement, oui, c'est une matière première dont les studios aujourd'hui sont friands parce que c'est plus grand que nature et que c'est susceptible effectivement de rencontrer le succès, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que en fait, ce qui s'adapte au cinéma, c'est véritablement intrinsèquement ces histoires de super-héros où tous ces personnages se croisent à un moment ou à un autre. Sans même parler de crossover, quand un super-héros Marvel a un souci légal, juridique, son avocat, c'est Matt Murdock. Bon. On ne voit pas forcément Daredevil apparaître dans les pages, mais on a Matt Murdock qui va dire, qui va être présent dans le procès. Pour moi, c'est cette idée que tout ce qu'on lit fait partie du même univers. Et donc, c'est intrinsèque à Marvel au départ. DC Comics jusqu'à Crisis on Infinite Earth était moins à cheval sur sa continuité, c'est-à-dire que Superman pouvait croiser Batman, mais en même temps, c'était pas vraiment raccord avec ce qui se passait dans la série Batman, etc., etc. Je pense que voyant les succès de la maison d'en face, DC Comics a fait du ménage, notamment à l'occasion de Crisis, de façon à n'avoir plus qu'un seul Superman, etc., etc. Je vous la fais courte, mais pour moi, c'est le sel de ces histoires qui appartiennent à des éditeurs où tous les personnages peuvent se croiser, ils vivent tous dans le même environnement. Donc le cinéma qui a pris ces personnages, ils les prennent avec tout le package, quoi. C'est-à-dire les super pouvoirs, les 8000 licences et autres personnages que Marvel a proposés. Et cette possibilité qu'à tout moment on peut croiser n'importe qui, un militaire qui s'appelle Frank Castle, on ne sait pas encore que c'est Punisher, mais il va le devenir à un moment, et le fan de comics qui prenait plaisir à reconnaître Daredevil sous les traits de Matt Murdock, l'avocat, il prendra plaisir à reconnaître le Frank Castle militaire dans un prochain film Captain America, que sais-je. Donc
pour moi, c'est pas tant le crossover en lui-même que le fait qu'il y ait cette continuité globale qui est la marque vraiment des histoires de super-héros. Ce n'est que Alors, mon avis. pour poursuivre sur cette partie-là, donc on abordera bien entendu après les comics, les adaptations de comics plus indépendants, mais je pense qu'il est aussi important de poser encore un peu quelques bases sur le modèle Marvel contre le modèle DC, contre le modèle comics indé. Alors, on a la catégorie poids lourd des adaptations, on a l'affrontement des Big Two, comme on les surnomme, qu'on mentionnait tout à l'heure, les Mohamed Ali et Mike Tyson du médium, si vous préférez. Alors, la question, pour aider à y voir plus clair, on va dire, quels sont les grands principes en fait, et les grandes différences de ces deux modèles, en fait, du modèle de Marvel, univers partagé Marvel, univers partagé DC Comics, avec leurs réussites et leurs échecs. Tu parles de Mohamed Ali, Mike Tyson. Pour moi, c'est Mohamed Ali et Hulk Hogan. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est hyper costaud, mais pas très très fin. Bon, je suis mauvaise langue. Pour moi, c'est que Marvel fait d'abord passer une continuité et un plan global pour amener ses films en parlant de phases, etc., etc., que DC a voulu partir sur une vision d'auteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Ça, chacun ses goûts. Mais par exemple, Zack Snyder, qui a une touche, on reconnaît un film de Zack Snyder, tout est au ralenti, c'est à moitié en noir et blanc, etc. Moi, j'aime bien, mais chacun ses goûts. Tandis que 80% des réalisateurs de chez Marvel sont assez interchangeables, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est d'aller dans la même direction pour aller créer un schéma. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Oui, avec un Kevin Feige qui est au-dessus de tout le monde et qui pilote un petit peu ça aussi, un peu comme ferait un éditeur de plusieurs séries pour les rendre cohérentes. Exactement. Alors, Julien, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose c'est une analyse que tu appliquerais aussi à la partie série de DC Comics, qui a quand même plus de réussite, on va dire, critique et publique que leurs films, en fait. Est-ce que tu l'étendrais à ça aussi, ou est-ce que pour toi, ça fait partie du même modèle, ou est-ce qu'il y a une différence de traitement? Ben, tu vois, je n'y avais pas pensé. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que Greg Berlanti, qui a créé les séries Arrow, Flash et les 6 ou 7 autres, je ne sais pas exactement combien il y en a. Bah, le Arrowverse, oui, comme on l'appelle un peu. Le Arrowverse qui est hyper cohérent, quoi. Qui est hyper bien, il y a des liens de partout. Flash apparaît d'abord dans Arrow avant d'avoir sa série. Les personnages sont introduits dans les séries avant d'avoir leur propre série. Bah, pour moi, en effet, tu as raison, c'est une méthode qui met en avant le producteur avant de mettre en avant l'auteur et le réalisateur. Et en effet, c'est un peu comme un éditeur, c'est-à-dire que c'est lui qui va commander des œuvres à des j'allais dire des auteurs, mais pas tout à fait des auteurs, c'est-à-dire des exécutants. Mais quand tu parles d'un producteur, effectivement, c'est pas un producteur, c'est pas l'image qu'on peut avoir du mec un peu adipeux avec son gros cigare. C'est vraiment quelqu'un qui est un vrai éditeur et qui va impulser une direction éditoriale à un ensemble de réalisations. Mais en gros, si on doit schématiser, moi j'ai un peu tendance à penser que Marvel et DC, que ce soit en BD ou au cinéma ou en télévision, en termes d'adaptation, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais si on doit déterminer une vraie différence, c'est que DC a probablement plus réussi l'intégration de son univers sur les séries télé, comme Marvel a parvenu à bien le faire sur la partie cinéma. La donne est en train de changer, notamment depuis que Disney a racheté Marvel et que la plateforme Disney+ permet aujourd'hui de disposer du même type de cohérence sur le développement des séries télé autour des personnages Marvel sur cette plateforme-là. C'était pas le cas auparavant, c'était un peu plus disséminé, mais aujourd'hui il y a une cohérence qui est indéniable sur la gestion de l'univers Marvel au cinéma et à la télévision, avec une interpénétration des personnages qui apparaissent. Les mêmes acteurs d'ailleurs jouent le rôle. C'est pas d'ailleurs le cas, par exemple, des acteurs qui interprètent les personnages de DC Comics. C'est pas Ezra Miller qui joue dans la série télé le rôle de Flash, alors qu'il l'est dans le film de Snyder. C'est juste un exemple. Mais c'est assez amusant de voir que ma perception de la différence Marvel-DC par rapport à la continuité, en fait, se prouve encore au niveau des films. C'est-à-dire que DC a eu des succès avec la trilogie des Batman de Christopher Nolan, a eu un énormissime succès avec le Joker de Todd Phillips,
et à juste titre, et ce sont des visions d'auteurs, et les auteurs en question disent... Todd Phillips, à aucun moment s'est dit il faut que je sois raccord avec la version Heath Ledger ou la version Jack Nicholson du Joker. C'est-à-dire qu'ils font chacun dans leur couloir, ils font chacun le film le mieux possible. Et bon, bah, si un jour on avait un producteur qui souhaitait uniformiser tout ça, il s'arracherait les cheveux, quoi. Mais à la différence que Marvel, dès le début, a choisi d'uniformiser tout. En fait, est-ce qu'il faudrait pas l'équivalent d'un Crisis version cinéma, télévisuel? Oh, bah, Bah, ça ils veut l'ont dire fait, là, qu'on déjà. on s'amuse, ouais, puis ça veut dire qu'on s'amuserait à faire au cinéma ou à la télévision exactement ce que les deux gros éditeurs en font systématiquement depuis maintenant 30 à 40 ans, à savoir des reboots systématiques tous les 18 mois, quoi. Et c'est juste insupportable en réalité. Comment tu veux t'y retrouver? T'as 28 versions différentes de Batman. C'est Spider-Man. Il y en a maintenant. Il y a un multiverse spécialement Spider-Man. Moi, sincèrement, je m'y retrouve absolument pas. Je retrouve pas les personnages que j'ai aimés durant mon enfance. Alors, je suis pas du tout là pour dire jouer les vieux cons et dire c'était mieux avant. C'est juste que c'était plus lisible avant, lisible dans le sens compréhensible, accessible. Voilà. Alors, on va se poser la question également, pour continuer sur ce point, de l'impact de ces adaptations sur les comics papier, que ce soit chez les grands éditeurs ou les petits éditeurs. Je pense notamment au cas de Marvel. Ces dernières années, on a vu quand même très peu de comics Fantastic Four, de comics X-Men. Vous pouvez nous expliquer un peu cette singularité, on va dire? Bah, en ce qui concerne les Fantastic Four, c'était assez simple. C'est qu'à partir du moment où Disney a racheté Marvel et que les droits dérivés, notamment cinématographiques ou télévisuels, des Fantastic Four ne faisaient pas partie de ceux dont ils pouvaient bénéficier pour les développer eux-mêmes, ils n'avaient aucun intérêt à pousser un comics des Fantastic Four qui aurait servi d'outil promotionnel pour une licence cinématographique qui ne possédait pas. À partir du moment où ils rachètent la Fox et récupèrent dans leur panier déjà bien garni les droits de certains personnages, tiens, bizarrement, on se retrouve avec des séries qui recommencent à être publiées. Bon, on est dans du gros commerce et du gros marketing, et puis c'est à peu près tout. Bon, après, les X-Men, il y a peut-être une autre explication, mais en ce qui concerne les Fantastic Four, c'est un peu lamentable, mais c'est comme ça, quoi. Après, c'est peut-être aussi Moi, des je pense. personnages qui ont vieilli et il n'y a plus rien à raconter, quoi. Moi, je suis pas tout à fait. Je te rejoins un petit peu. J'ai donc travaillé, j'ai ancré du X-Men pour Marvel. Et j'ai également fait des sketch cards. Dans les sketch cards, il était des sketch cards X-Men. Il était très précisément expliqué qu'on ne devait pas dessiner Deadpool. Parce que Deadpool, ça coûtait, enfin, il devait de l'argent, ou bref, c'est un peu compliqué pour une question de droit à un studio télé qui foutait le bordel, etc. Les X-Men, il fallait surtout pas. On pouvait dessiner Wolverine, mais il ne fallait surtout pas dessiner le costume du film. Voilà. De façon à pas avoir d'embrouille avec le studio pour ne pas donner de la thune à la Fox. À ce moment-là, la Fox était encore indépendante et n'était pas à Disney. Mhm. Moi, je pense que Marvel, ils sont bêtes et méchants, hein. S'ils avaient de la thune à faire avec un comics X-Men, ils auraient fait un comics X-Men qui se valait. Mais je pense sincèrement que Marvel ne sait pas gérer, ne sait pas travailler sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire que les lecteurs de mon âge se souviennent de la grande époque de Jim Lee et Chris Claremont sur X-Men en 91. C'était tout X-Men, quoi. On bouffait du X-Men à n'en plus pouvoir. Les personnages X-Men apparaissaient de partout. Il y a eu un peu une période Midnight Sun aussi avec les Ghost Rider et tout ça. Et puis, petit à petit, la balance a penché vers les Avengers. Et je pense sincèrement que Marvel ne sait pas gérer deux pôles d'attraction. C'est-à-dire que si les Avengers sont forts, tout l'univers Marvel doit graviter autour des Avengers. Ils ne savent pas bien comment foutre les X-Men au milieu. Il y a eu des tentatives, les AVX, etc. Mais je pense qu'ils ont un petit peu du mal. Et c'est pour ça que quand on voit que Star Wars et maintenant Alien, Predator sont chez Marvel, alors, les ventes de Star Wars sont plutôt bonnes, donc ça me fait mentir, mais j'ai un peu la sensation qu'ils ne savent pas bien le faire, quoi, en fait. Qu'ils mettent ça de côté et qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Et donc, voilà,
Du Fantastic Four, du X-Men, pour l'instant, ça n'a pas la hype parce que tout le monde ne parle que des Avengers grâce au film. Le jour où on verra Wolverine dans un film Avengers, ils feront l'effort de réintégrer ces personnages-là dans leur univers. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une question de rancœur et de petites guéguerres entre studios. Mais je Bon, ne je sais suis pas pas si c'est dans une ce guéguerre, panique. c'est une question purement financière, mais après on dit souvent, dicton dit abondance de biens ne nuit pas, mais là en l'occurrence si, ça va nuire à la qualité de ce qui est produit parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de choses. Enfin, les épaules de Marvel, même de Marvel Comics sont plus du tout assez larges pour gérer l'intégralité des licences dont ils disposent aujourd'hui, quoi. Même Avatar qui avait fait un beau début en termes de développement d'univers en bande dessinée chez Dark Horse. En avant, c'est devenu du Disney. Ils ont aussi faut savoir aussi par exemple qu'il y avait un film Tron 3 qui suivait le Tron Legacy et qui a été complètement mis de côté à l'époque où Disney a racheté les studios. Donc ils en sont rien de plus savoir quoi faire en fait de toutes ces licences parce qu'il n'y a jamais que 52 semaines dans une année et on peut pas sortir un blockbuster toutes les semaines. Enfin, on pourrait peut-être, mais là ça devient un peu compliqué, quoi. Alors peut-être avec l'évolution qu'ils connaissent aujourd'hui, le développement des plateformes de diffusion, genre Disney+, Netflix, Prime Video, on va trouver suffisamment de choses, mais peut-être que trop est l'ennemi du bien, là. Mais tu sais, quand tu parles d'espace consenti pour exploiter les films, c'est pareil dans les bandes dessinées. Marvel, c'est déjà à peu près 70-80 BD par mois, si je dis pas de bêtises, c'est 70-80 singles par mois. D'ici, ça doit être une cinquantaine, une soixantaine. Peut-être qu'ils ont baissé suite à la crise. L'histoire Covid, je n'ai pas bien suivi. Je parle en tout cas de chiffres du monde d'avant. Mais voilà, ils ont déjà sur les 70 titres, ils doivent en avoir une quarantaine estampillés Avengers avec toutes les séries dérivées des personnages en solo. Donc, si tu veux véritablement étendre un univers X-Men comme ça pourrait le mériter, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter les rayonnages Marvel ou bien baisser la voilure Avengers, mais ça devient un risque, quoi. Et Fred, qu'est-ce que tu penses du reboot des séries Predator, Alien chez Marvel, là, justement, depuis le début de l'année? J'ai lu les premières, elles sont bonnes, franchement. Ce qui m'inquiète, en fait, enfin, ce qui m'inquiète, non, ce que je trouve bizarre, c'est ça, en fait, c'est que Marvel a déjà du mal, vraiment du mal à produire assez par rapport à ce qu'ils ont déjà. Vouloir chercher ailleurs, en fait, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'ils vont dans une fuite en avant, en fait, pour bouffer, en fait, les autres et sans faire forcément ce qu'il faut pour en faire quelque chose de bien, quoi. T'as l'impression qu'ils Pour veulent tuer, en valoriser, fait, ouais. sans créer, quoi. Bon, je veux dire, par pur appât même pas par appât du gain, mais par envie de tuer, en fait. Par envie d'écraser la concurrence en lui enlevant ce qu'ils peuvent exploiter, quoi. Tu vas couper l'herbe sous le pied, quoi. En fait, on aurait dû renommer le sujet du jour en est-ce que Disney ne va pas, à l'image d'un Chronos, bouffer tous ses enfants dans sa Par, boulimie ex- d'occupation, on va dire? par extension, moi, on m'a toujours dit que le comics va quand Marvel va. Parce que on va dans un comic shop, il y a des exceptions, bien entendu. On va dans un comic shop quand on va acheter Spider-Man ou Avengers. Grâce à ça, on peut s'arrêter et se dire tiens, je vais acheter Hellboy. Parce que c'est sympa, Hellboy. Et le lecteur moyen américain, je parle bien du lecteur moyen, hein, je ne parle pas de nous qui sommes ici, il ne va pas faire la démarche d'aller chercher Hellboy. Donc si Marvel va mal, toute l'industrie va aller mal. Et ça, c'est assez difficile. Donc, quand on voit le chemin que prennent certaines choses, alors, bon, pour l'instant, les chiffres nous montrent qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter, que ce soit au cinéma, que ce soit sur papier. Mais il n'empêche que, en effet, si un jour les gens se lassent effectivement des super-héros, Avengers et tout ça, peut-être que Marvel aura des difficultés également sur sa branche papier et donc
ça sera toute l'industrie du comics va en pâtir, je pense. Mais au-delà de ça, il y a même la problématique, elle repose aussi sur la distribution des comics à l'heure actuelle. Alors, crise de la Covid mise à part, quand on a appris il y a quelques mois que DC Comics quittait le distributeur jusqu'à maintenant principal des comics aux États-Unis, qui s'appelle Diamond, suivi depuis très peu par Marvel, qui vient d'annoncer que de leur côté également ils allaient quitter ça. C'est vrai que toute l'industrie comme on l'appelle, en industrie entre guillemets de comics aux États-Unis, mais à trembler parce qu'il va falloir trouver des solutions de distribution. Et on sait très bien aujourd'hui, dans tous les domaines d'activité, bande dessinée en particulier, que la distribution c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est ce qui permet d'offrir de la visibilité, c'est ce qui permet d'avoir cette antenne auprès des points de vente et des libraires. Le jeu est vraiment en train de changer aujourd'hui en termes de distribution. La place que prend Amazon, notamment aux États-Unis, mais ça reste vrai en France avec des plateformes de distribution également comme Amazon, mais aussi la Fnac, c'est colossal. Et encore, en France, on a une vraie chance, c'est celle de disposer d'un réseau de distribution et d'un réseau de libraires qui est suffisamment réparti sur l'ensemble du territoire et avec des libraires qui font un travail extraordinaire, et ça, faut le souligner toujours. Alors, Fred, est-ce que ce shift, ce déplacement, on va dire, de pouvoir et de moyens qui s'opère, comme l'expliquait Thierry tout à l'heure, notamment au niveau de la distribution, diffusion aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, à ton niveau d'édition, c'est-à-dire que tu es sur des franchises cinéma principalement, tu n'es pas sur du média mainstream, enfin, tu es sur du mainstream, mais pas du mainstream Disney, pour schématiser grossièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'inquiète en tant qu'éditeur, ou est-ce que c'est quelque chose, avec le recul que tu as, tu te dis, on va faire le dos rond et on va voir où ça va aller, en fait? Tu veux dire si d'après tu me poses la question de savoir si le fait que reformule voir par rapport à Marvel et DC, c'est ça? Est-ce que toutes ces grandes manœuvres, en fait, que ce soit le fait que les gros éditeurs ne fassent plus appel, par exemple, à un diffuseur comme Diamond, le fait que les licences, comme vous le mentionnez tout à l'heure, les licences Alien tombent dans l'escarcelle de Marvel, alors qu'elles étaient jusqu'ici dans l'escarcelle de Dark Horse. Est-ce que tous ces grands mouvements, en fait, qu'on est en train de percevoir du médium, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, à ton niveau, est problématique, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois d'un œil assez serein, on va dire, avec du recul? C'est avec du recul parce qu'on parle d'économie d'échelle et là c'est une autre cour, quoi. Je veux dire, c'est pas les grands chambardements des grands chambardements des grands acteurs du marché qui vont influencer quoi que ce soit en termes de vente chez moi ou de production chez moi. Là où ça bloque, là spécifiquement pour Alien, c'était con parce que vu que ça se regroupe chez Disney, qui a un deal exclusif avec un éditeur en Europe pour ces BD, c'est sûr que personne d'autre peut y toucher. Ouais, le regroupement, il joue à ce niveau-là. Mais les grands chambardements de distribution, tout ça, non. Parce que de toute façon, je suis pas enfin, je parle de moi, je suis pas dans toutes les librairies, je suis pas dans tous les réseaux de distribution, je suis pas partout. Ça changera rien, mais pour les petits éditeurs, ça changera rien, quoi. Moi, je suis comment dire? Moi, je suis un peu plus pessimiste pour la matière première. C'est-à-dire que dans ton cas, Fred, tu édites des BD qui ont été publiés par exemple chez Dark Horse. Je pense à ton Robocop Terminator, excellent, Frank Miller, Walter Simonson. À terme, si on a Dark Horse qui a plus grand chose parce que Disney a tout récupéré et refile le tout à Marvel, Dark Horse, donc l'éditeur qui pendant très longtemps a été l'éditeur de Star Wars pendant 22 ans. Ouais, aussi, ouais. Si on se retrouve avec Dark Horse qui perd Star Wars, qui perd Buffy, qui va chez Boom, qui perd Alien, Predator, Dark Horse, c'est un éditeur qui ne va vivre plus qu'avec Hellboy. Bon, il paraît qu'Hellboy, il est chez je sais pas, je connais pas bien l'éditeur, c'est un certain Thierry Mornay qui édite Hellboy en France. Mais moi je me fais un peu du souci parce que entre ça plus le fait que Marvel
quitte le réseau de distribution historique qui est Diamond, qui existe depuis une trentaine d'années, qui peut-être ne sera plus en single dans les comic shops, où ça sera difficile, que certains comic shops ne pourront plus avoir Marvel facilement, ou que ça leur coûtera plus cher, ces comic shops n'ayant plus Marvel en vente, peut-être qu'ils fermeront tout simplement, qu'ils mettront tout simplement la clé sous la porte. Donc, des plus petits éditeurs comme Dark Horse, IDW, Boom Studio, qui, eux, profitaient du fait que des gens venaient dans les comic shops pour acheter du Marvel pour pouvoir vendre leurs propres comics à eux, vont eux-mêmes avoir des difficultés, eux-mêmes devoir revendre des licences. Et c'est vrai que là où moi je me fais un peu des soucis, c'est que toi, Fred, qui va éditer en effet le Predator et le Alien, tu vas bientôt plus pouvoir. Donc si en France, qui édite, je crois qu'il y a G.I. Joe qui est édité chez IDW, je crois que c'est édité en France, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, l'éditeur chez moi, ouais. G.I. Joe, c'est toi également. Ah j'étais pas sûr, excuse-moi. Je pensais bien que c'était toi, mais j'avais peur de dire une bêtise. Si un jour IDW a trop de difficultés et décide de ne plus payer la licence G.I. Joe va chercher un autre moyen de faire de la BD, va retrouver son partenaire historique qui est Marvel, et dans ces cas-là, à nouveau, c'est une licence que tu ne vas pas avoir. Ça devient vachement difficile. Et on est pour moi, Disney devient une espèce de trou noir qui aspire tout, quoi. Qui aspire tout. C'est ce que je disais, le but c'était de tuer en fait. Le but ultime c'est de tuer. Le but c'est de devenir en fait un monopole sur l'entertainment, tu vois. On le sait. Ça fait des années en fait qu'ils bossent à ça et là c'est open bar pour eux. C'est flagrant. Là, je parle pour le bon. Là, tu parles je parlais d'Alien et Predator spécifiquement. C'est ce qui s'était passé pour eux. Avec Star Wars, Thierry, il y est passé aussi avec le rachat de Lucasfilm il y a quelques années. Du coup, il pouvait plus faire pas tout en tout cas les BD qui étaient reprises par non, Marvel. pas tout. Et puis on vient d'abandonner nous et de choisir de ne plus publier en fait Star Wars. Ça fait dans ce sens. En fait, on a refusé de continuer à collaborer avec Disney. Voilà, tu vois, une démarche qui souligne bien les choses. Mais je veux dire, c'est ce que je parlais en termes d'économie de marché. Je veux dire, je suis un petit éditeur, vraiment. Donc, je peux shifter, je peux changer de public, je peux changer de licence. Il y a une foule de licences. De toute façon, si c'est pas les gros porteurs comme Alien et Predator, j'aurais toujours Evil Dead, j'aurais toujours d'autres trucs, tu vois. Mais ce qui m'emmerde, ce qui m'inquiète, c'est pas par rapport à moi, parce que je saurais toujours me débrouiller si je veux continuer à faire à publier des BD. Mais ce qui est stressant, ce qui est dégoûtant, en fait, c'est ça, en fait, c'est la démarche d'aspirer, comme tu dis, la démarche de vraiment de tuer la concurrence. Tout cela dit, quand même se rendre compte que les comics, même Marvel et DC sur le marché américain, ils pèsent de moins en moins lourd, quand même, niveau financier. Tu prends les novels pour préado, ça pèse plus. Tu prends les mangas, c'est juste incommensurable en fait. Tu vois, c'est pas comparable, je veux dire. Tu prends les rayonnages comics rétrécissent de plus en plus. Je parle aux États-Unis. Hein. Les rayonnages manga augmentent de plus en plus. Financièrement, c'est pas dominant. C'est plus une manne en fait les comics chez eux. Donc en fait, tu sais que s'ils aspirent à ce point-là, c'est vraiment pour tuer. C'est même plus une question de dominer le marché, c'est une question de tuer. C'est assez emmerdant. Ça dit, ouais, comme la question c'était à mon niveau, ben non, à mon niveau ça ne changera rien, je pourrais toujours trouver autre chose. Quoi. Alors, fort heureusement, ça ne se limite pas que à Marvel et DC Comics, bien sûr. On peut parler aussi des adaptations de comics indépendants. Je pense notamment au cas Walking Dead, qui est un exemple d'adaptation réussie ou pas, c'est selon les personnes, où deux univers, en fait, l'univers télé et l'univers papier cohabitent sans problème, avec un impact plus ou moins important l'un sur l'autre, une espèce de résonance. Thierry, en tant qu'éditeur de la série de VF, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'exemple typique d'un impact non négligeable, voire même prépondérant et colossal du succès d'une série télé sur les ventes d'une série BD dont elle est dérivée. Faut savoir que la série Walking Dead a été créée en 2003 aux États-Unis, publiée une première fois chez Semic en 2004 pour un premier tome, puis reprise en 2007 chez Delcourt, avant
c'était devenu d'ores et déjà un succès assez remarquable en termes de comics et même de vente de bande dessinée avant l'arrivée de la série télé. La série télé a vraiment servi de catalyseur, de booster aux ventes à ce moment-là. Ça en a fait un véritable phénomène éditorial, puisque c'est une série aujourd'hui qui avoisine les 5 millions d'exemplaires vendus, ce qui est absolument colossal dans le domaine de l'édition en général. Et c'est particulièrement remarquable lorsqu'on parle de bande dessinée d'une part et de comics en particulier, puisque je crois qu'il n'y a jamais eu aucune série qui a atteint ce niveau de vente. Alors moi, je suis pas omnibulé par les ventes elles-mêmes, mais il faut reconnaître que ça a été c'est un succès qui ne se démentit pas aujourd'hui, puisque maintenant, après l'arrêt de la série en France, ça reste parmi nos meilleures ventes. On a un autre exemple qui a vraiment bien fonctionné, où le couple adaptation télé bande dessinée a vraiment donné de la visibilité à la bande dessinée. C'est Umbrella Academy, à la suite de l'adaptation, il y a maintenant 2 ans avec la première saison de la BD. C'est une série que moi j'avais éditée il y a déjà une dizaine d'années, en fait, et qui était un petit peu passée sous le radar. On avait des chiffres de vente qui étaient, on va dire, très modestes, et ça a boosté vraiment les ventes lorsque la série a connu le succès. C'est une série de qualité, il faut le reconnaître en tant que tel. Ça a boosté les ventes à ce moment-là, lors de la reprise. Mais à côté de ça, là aussi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut quand même pas se leurrer. Il y a aussi beaucoup d'adaptations ciné ou télévisuelles qui sont tirées de bandes dessinées et qui n'ont qu'un impact extrêmement réduit, voire négligeable, voire inexistant sur les ventes des BD dont elles sont l'adaptation. Ça existe aussi. Il n'y a qu'à voir les chiffres de la série Green Arrow sur papier et le succès de la série télé Green Arrow. Ouais. Est-ce qu'il existe toujours une série Green Arrow d'ailleurs chez DC? Pas certain, mais la série dans les New 52, Green Arrow a été relativement vite annulée, alors que la série télé était à ses saison 4 et déjà arrivée à une saison 4 ou quelque chose comme ça, c'est déjà énorme. Un peu plus même, ouais, je crois. Ouais. Et je pense que même quand on... Enfin, pour moi, c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire que les éditeurs, que ce soit Marvel, surtout Marvel, quoi, qui inondent de films, ils espèrent à chaque fois que les gens qui vont sortir du cinéma après avoir vu Captain Marvel vont se ruer sur la série Captain Marvel. Non, ils vont en vendre quelques poignées de plus, mais ils le vendent. Oui, il y a un peu plus. Il y a un pic de vente à ce moment-là si l'éditeur fait bien son boulot et met bien en place effectivement quelques produits, mais très honnêtement, c'est pas non plus une déferlante qui va durer dans le temps, quoi. Non. Je suis pas certain que, par exemple, les chiffres de vente du comics Iron Man soit faramineux. Pourtant, Iron Man, c'est la locomotive, du moins ça a été la locomotive de l'univers Marvel cinématographique. Et dans le registre également des succès qui sont initiés via l'apparition d'une série télé, il y a très récemment Invincible, qui est une série éditorialement on a porté un peu à bout de bras depuis une quinzaine d'années chez Delcourt, qui a jamais fait l'objet de vente colossale et qui finalement là, sous l'impulsion de l'arrivée de l'excellente série animée, il faut le reconnaître, sur Prime Video, suscite un intérêt et aujourd'hui il y a une visibilité avec une demande sur la réédition qu'on est en train de sortir. Je suis pas là pour faire de la promo outre mesure, mais on est en train de rééditer sous forme d'intégrale cette série Invincible, et alors contre un succès aujourd'hui avec le tirage pour un volume 1 qui excède 10 000 exemplaires, ce qui est assez inattendu en fait par rapport au succès modeste qu'a connu la série tout au long de sa vie, format standard. Et pourtant, quelle série! L'une des meilleures séries de super-héros qui n'est ni chez Marvel ni chez DC. Si on veut lire du bon super-héros, c'est Invincible. Moi, je le dis à la française. Ouais, je vais pas dire le contraire, puisque c'est une série à laquelle je crois depuis même l'époque où je l'ai commencé à publier chez SMIC, mais il y a quelques titres de super-héros que moi je continue à publier dans le cadre du catalogue Delcourt, mais toujours avec un angle d'attaque un peu particulier ou une approche qui soit pas celle, la sempiternelle énième série de super-héros telle qu'on peut le trouver sur les modèles Marvel ou DC. Donc ouais, c'est la meilleure série de super-héros de l'univers et de tous les temps. Rien d'autre. Alors, pour faire écho, pour poursuivre sur la question, on a déjà un peu abordé cette question. Je voulais parler aussi de la richesse
et de la pauvreté en fait, des contenus adaptés. Pour exemple, Chris Claremont, qui est le scénariste culte des X-Men dans les années 80 et 90, a récemment déclaré, je cite, n'existe-t-il vraiment plus d'histoire originale au cinéma, ou est-ce que budget grandissant rime forcément avec qualité médiocre? Alors, qualité, quantité ont toujours été présentes dans les comics papier, ça chacun sait, mais est-ce que vous partagez l'avis de Chris Claremont sur le sujet? Et autrement dit, est-ce que vous pensez que le modus operandi actuel d'Hollywood appauvrisse les comics papier ou il pourra les appauvrir à long terme? Par modus operandi, je précise ce que je veux dire, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'histoires originales, de scénarios originaux en tout cas, qu'il y ait de plus en plus de remakes, de suites de choses qui existent déjà. Donc, est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que c'est juste une vision, on va dire, propre à un instant T de l'histoire des adaptations? Moi, je pense que... C'est une vision propre à un regard un peu biaisé, parce que si tu regardes le nombre de films qui sortent, il y a le nombre de remakes et d'adaptations de BD, c'est un petit pourcentage, en fait, pour un film de super-héros, il y a 80-90 autres films d'un autre genre. Pour un remake, c'est pareil, il y en a 200, tu vois. Mais c'est ceux qui prennent le plus de poids, parce qu'on touche pour les remakes, tu vas toucher à une œuvre culte, donc réputée intouchable, donc ça va énerver les gens, donc forcément, tu vas entendre parler que de ça. Pour une adaptation de nouveau Marvel, ça va être un budget faramineux, surtout niveau com, donc en fait, tu as l'impression qu'il y aura que ça qui est sur écran. Mais non, enfin, c'est mon point de vue, le niveau créatif même s'il n'est pas génial, le niveau créatif d'Hollywood est toujours là, et il y a toujours des œuvres originales, bien sûr que si. Moi, je pense également que ça vient aussi de l'industrie du cinéma, quand on voit que on a actuellement accès à tout ce qu'on veut sur les Netflix, les Prime, les Disney+, dans son canapé. Aller au cinéma, ça devient vraiment un acte militant, financier même, c'est-à-dire que la place de cinéma va être à 10 euros, 10 $, voire plus, suivant si on veut de la 3D, si on veut de l'IMAX et tout ça et tout ça. Donc je pense que les gens qui vont à 2, à 3, à 4, selon leur nombre d'enfants, s'il faut qu'ils payent la babysitter, etc., ils ont une soirée qui va leur coûter un certain coût. Eh bien, ces gens-là, ils vont peut-être se dire ah, ce film, il paraît qu'il est bien, mais moi, je ne sais pas trop de quoi ça parle et je veux être certain que je vais en avoir pour mon argent. C'est pour ça que Iron Man 1 a eu du succès, que le 2 a fait plus d'entrées, que l'Avengers a fait encore plus d'entrées, que l'Avengers le 3, enfin, à chaque fois, c'est plus. Le premier Avengers, je crois que c'est le premier des films Marvel, je dis peut-être une bêtise, à avoir dépassé le milliard. Et puis maintenant, la plupart des films Marvel dépassent le milliard. Donc, il y a un effet boule de neige, et je pense que c'est aussi parce que les gens veulent être sûrs de ce qu'ils vont voir. Et du coup, du fait, parce qu'avant, à mon époque, dans les années 80, le premier Rambo avait un certain succès, le 2 un peu moins, le 3 encore un peu moins, et à chaque fois, on perdait quelques pourcentages d'entrée. Là, c'est l'inverse. Donc, et j'ai vraiment une sensation que c'est une tendance qui est assez globale, c'est-à-dire que dans les comics, Thierry en parlait, on avait les Secret Wars dans les années 80, maintenant on a Secret Wars 2, Civil War 2, on va redonner quelque chose qui est, vous connaissez déjà, on va vous le resservir, mais en mieux, en plus fort. On fait des remakes de séries télé de partout. C'est une tendance super lourde du lectorat aujourd'hui, en fait, hein, et c'est particulièrement prégnant depuis le début de la crise, qui fait que des librairies sont moins accessibles, entre guillemets, et que les ventes passent beaucoup plus peut-être aussi par les plateformes de vente à distance. Mais la réalité, c'est que le lectorat, il a mis en veilleuse complètement son facteur curiosité, et qu'il retourne systématiquement dans un réflexe très conservateur vers des marques connues, vers des choses qu'il a déjà lues, déjà connues, et c'est particulièrement difficile effectivement de faire émerger quelque chose de nouveau, une nouvelle création, une nouvelle série, un lancement. Ça se ressent de manière extrêmement sensible sur les chiffres de vente. Moi, je sais depuis un an, sur l'intégralité
il n'y a pas d'exception notable des créations qu'on a cherché à lancer en dehors de ce qui est connu. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'aller vers une marque connue, et je parle pas d'une BD, je parle de marques comme Spider-Man, X-Men, Avengers, Batman ou Superman ou Wonder Woman, que d'aller vers un titre un peu moins connu, tout simplement parce qu'il a moins été marketé, moins connu. Et ça, c'est vraiment des vrais réflexes très très conservateurs dans la manière de consommer la bande dessinée, notamment américaine, en France. Mais c'est vraiment, je pense, c'est valable un petit peu dans tous les domaines de l'entertainment, hein, parce que, rendez-vous compte, on fait un reboot des filles d'à côté. Voilà. C'est quoi les filles de côté? Ah, tu connais, bien sûr que tu connais. C'est toi qui m'as fait découvrir. Série AB Productions. Oups. Alors, sur un tout autre registre, je pense qu'il est aussi important de mentionner la part des auteurs dans toutes ces adaptations et dans tout ce macrocosme, si on peut dire. Je prends notamment le cas d'Alan Moore, le Bard de Northampton, comme on le surnomme, qui est auteur de Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, entre autres chefs-d'œuvre, dont énormément d'œuvres ont été adaptées à l'écran. La particularité de son cas, c'est qu'en fait, il refuse tout crédit et argent pour ses adaptations portées à l'écran. Il cède d'ailleurs en général tous ses droits à ses co-auteurs, qui sont en général ses dessinateurs. Mais Alan Moore reste l'exception qui confirme la règle dans le domaine. C'est-à-dire que la question de l'implication et de la reconnaissance des auteurs est tellement problématique que on est obligé de se poser la question de la part des auteurs, enfin du rôle que jouent les auteurs. J'entends les auteurs comics, les créatifs, que ce soit les dessinateurs, les scénaristes. Alors, vous allez me dire que les auteurs sont de plus en plus crédités au générique des séries, des films, en remerciement des histoires. Mais en fait, pour contrebalancer ce constat, je vais citer le cas du scénariste Ed Brubaker, qui est créateur entre autres du Soldat de l'hiver, qui est également le créateur de séries, des très bonnes séries Fatal et Criminal qui sont chez Delcourt. En fait, il déclarait récemment dans le podcast de Kevin Smith qu'il avait été mieux rémunéré pour son caméo, qui est une brève apparition en bon français, dans la série Disney+, Falcon et le Soldat de l'hiver, que pour avoir créé le personnage du Soldat de l'hiver pendant son run sur Captain America. Donc, la question, c'est est-ce que ce manque de reconnaissance ou cette reconnaissance à minima, si on peut appeler ça comme ça, sont suffisants aujourd'hui? Est-ce que ça ne peut pas d'éloigner en fait les talents présents et futurs du comic book traditionnel? Au moins des comics de super-héros, puisque là c'est ce dont il est question. Comme on le sait, depuis maintenant pas loin d'une quinzaine d'années, Ed, notamment avec son compère Sean Phillips, ça ne l'empêche pas du tout de travailler sur ses propres créations, que ce soit Velvet avec Steve Epting, ou que ce soit Criminal que tu évoquais tout à l'heure, pour ne citer que celle-ci. Maintenant, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas réécrire les règles après coup. Moi, je comprends l'amertume et l'aigreur de Ed dans ce registre-là, mais il faut bien savoir que lorsqu'on se met à travailler pour Disney ou pour Warner, il est stipulé d'entrée de jeu qu'on n'a absolument aucun droit à dériver sur l'ensemble de ce que l'on va pouvoir créer, écrire, dessiner ou ancrer, ou coloriser, ou lettrer, d'accord? Ça fait partie de la règle du jeu de départ. Alors on peut le regretter, ça c'est clair, et dans ce cas-là, il y a aujourd'hui d'autres solutions, c'était pas forcément le cas il y a 40 ans, qui consistent à créer ses propres séries, à être à la tête de ces titres et des droits dérivés qui en découlent. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de créateurs au début des années 90 en créant Image Comics. C'est ce que proposent aujourd'hui un certain nombre de petits éditeurs indépendants. Alors certes, il y a un avantage, c'est qu'on conserve tous les droits de ces personnages, et puis il y a un inconvénient, c'est qu'il y aura peut-être moins de budget marketing pour les faire émerger auprès du public. Il faut un peu savoir ce que l'on veut, mais c'est vrai qu'on peut regretter effectivement que bon nombre de créateurs soient seulement crédités à la fin, mais pas forcément ne touchent pas de chèque. Mais une fois de plus, la règle du jeu, elle est connue au départ.
j'ai tendance à penser qu'il est difficile de vouloir la faire changer après coup, quoi. On peut en retirer de l'aigreur, c'est humain, je le comprends, mais quand la règle du jeu elle est connue dès le départ, c'est difficile de vouloir la faire changer après coup. Là où c'est un peu, en fait, on est en train de parler en quelque sorte du système européen de la bande dessinée avec un auteur qui est propriétaire des droits. Ça c'est tout ce qui se passe chez nous en France, mais également donc chez les indépendants, en tout cas la plupart des indépendants, les Image et tout ça. Et le fait de travailler dans un studio, nous assure quand même un certain prix à la page qu'on ne peut pas espérer tout le temps. Alors, c'est toujours l'éternelle question. Si on est ZEP et qu'on a inventé Titeuf et qu'on vend des millions et des millions et des millions d'exemplaires, ben, il vaut mieux le système européen. Mais par contre, si on vend 600 exemplaires, il vaut mieux le système américain. On est payé à la page et au moins on a eu ça. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours du côté des éditeurs, mais au moins l'éditeur, il prend le risque dans un cas. Alors après, ça reste un risque modéré, il n'est pas bête non plus, mais lorsqu'on est un auteur et qu'on crée sa BD, et donc du coup qu'on veut rester maître de tout, ben, on est également maître des risques. Mais ça, Thierry peut-être voit les choses différemment, mais moi je suis Ah non, très intéressé par l'intégralité du catalogue que je publie aujourd'hui, à de très très rares exceptions près, ne sont pas des catalogues de licence, d'accord? Je crois qu'aujourd'hui les seules licences qu'on peut compter au catalogue, si j'écarte Star Wars avec lequel on travaille, ça doit être James Bond peut-être, et puis plus récemment Blade Runner. Mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est de travailler avant tout avec des auteurs, avec des créateurs, et d'être sûr que ce que l'on va publier en France, que les royalties que l'on va verser donc à ces auteurs, que ce soit par l'intermédiaire de leur éditeur ou d'un agent, leur reviennent en totalité. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je continue à défendre bec et ongle, et c'est vraiment une des raisons majeures pour laquelle je suis pas du tout intéressé pour aller donner de l'argent en plus à Disney ou à Warner. Alors, tout à l'heure, tu mentionnes, enfin là, on a abordé, en fait, on a touché au système du creator owned, comme tu citais tout à l'heure, le principe que les auteurs conservent la totalité des droits, la quasi-totalité des droits des personnages qu'ils créent. Mais du coup, j'imagine qu'il y a principalement des avantages pour un auteur à utiliser ce système, notamment en ce qui concerne les transpositions sur écran de leur bébé. Je pense notamment à un Mike Mignola et Hellboy, à un Todd McFarlane et Spawn, ou à un Robert Kirkman sur The Walking Dead. Ou est-ce qu'il y a également des inconvénients qu'on ne voit pas, on va dire, le commun des mortels, parce qu'on n'est pas dans le... Bah oui, non, mais il y a que des avantages à partir du moment où tu es dans une boucle du succès. Mais il faut quand même savoir que ce succès, tu le rencontres dans un pourcentage très très limité des cas. Comme le précisait Julien tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, quoi. Il y a Un écho, ouais. un écho, ouais. Ouais. Donc oui, bien sûr. En fait, là, je reviens à la notion de risque qu'évoquait Julien tout à l'heure. On peut prendre le risque effectivement de créer sa propre série, son propre personnage. On n'est pas forcément payé en avance ni à la page, et on peut très bien ne rien vendre du tout derrière. On aura bossé pendant 1 an ou 2 à développer un projet qui va pas rencontrer de succès commercial, et donc on est broke, quoi. On a plus de fric, et il faut passer à autre chose. C'est aussi le risque, c'est le risque, ma pauvre Lucette, hein. Et puis des fois ça peut marcher, et quand ça marche, effectivement, là c'est jackpot. Alors c'est le cas de ce qui s'est passé pour Robert Kirkman, hein, qui était juste un scénariste au départ sur ces quelques séries. Il a publié chez Image. Le succès aidant, il est devenu partenaire d'Image, et puis aujourd'hui c'est un petit peu le Midas des comics, comme on le surnomme parfois, puisque il est en train, d'une certaine manière, même si c'est pas avec la même amplitude, de reproduire avec Invincible ce qu'il avait produit avec Walking Dead, quoi. Alors, vas-y, je t'en prie, Julien. Non, vas-y. Kirkman, Mark Millar aussi, de son côté, ce sont des gens qui ont fait leurs armes chez les Big Two et qui, au bout d'un moment, se sont dit c'est bon, j'ai plus besoin d'eux, quoi. Mais est-ce qu'ils auraient eu ce succès sans les Big Two? Ben, je sais pas.
parce que sans doute que le cas de Civil War ou de Red Son a été mis au crédit de Mark Millar pour ensuite créer des licences qui auront eu du succès au cinéma, comme Kingsman ou autre. Je ne suis pas persuadé qu'on serait venu voir Mark Millar sans ce succès-là. Ouais, simplement, j'ai pas souvenir d'un énorme succès de Kirkman chez Marvel. Il a repris des séries, il a animé des séries, mais bon, on lui a demandé de faire Marvel Zombie, mais quelque part c'était une autre manière de faire du Walking Dead, mais avec super-héros en lieu et place du reste. Mais en tant que tel, non, c'était pas le cas. Maintenant, il est indéniable que travailler pour Marvel et DC, c'est une chance possible, c'est pas toujours le cas, d'obtenir un peu de visibilité sur son propre nom et de faire en sorte que les gens veuillent bien suivre le succès d'un auteur sur un personnage connu vers ses propres créations ensuite. Alors, qui n'a pas déjà entendu autour de soi ou même dans des cercles de lecteurs de comics, peut-être même plus dans les cercles de lecteurs de comics, qui n'a pas déjà entendu la phrase « il y en a marre des super-héros qui sont partout ». Alors, l'accélération marquée des adaptations de comics dont on parlait tout à l'heure et dont on a parlé tout le long, accompagnée de surenchères de sagas plus colossales les unes que les autres, soulève une question à laquelle cette table ronde propose de tenter de répondre, à savoir, est-ce qu'on peut parler d'une overdose d'adaptation de super comics et de super-héros, on va y arriver, et de comics plus généralement. En d'autres termes, pensez-vous qu'il existe en fait un début de lassitude qui s'installe auprès du public, ou en tout cas d'un certain public ? Il faut prendre honnêtement un peu de recul parce que si on regarde l'histoire du cinéma et des adaptations ou de la prédominance de tel ou tel genre au cinéma ou à la télévision, il y a toujours eu des périodes comme ça dans les années 50, années 60. Le western était, il y avait énormément de western, il en sortait énormément. Et puis ensuite le western est mort. Et puis peut-être qu'il reviendra un jour ou pas. Les super-héros, oui, je dirais qu'il y a bien sûr un effet de mode et de nouveauté. Il y en a trop, oui ou pas. Mais enfin aujourd'hui, on a quand même. Faut jamais oublier une chose, quoi. On peut dire ce qu'on veut sur il y en a trop, il y en a pas assez ou quoi ou qu'est-ce, mais il nous reste une seule et quasi unique liberté dans ce monde de fous, c'est la liberté de consommer ou pas, et c'est la liberté d'acheter ou pas. Ça veut dire que si on peut considérer qu'il y en a trop, on n'a qu'à arrêter de les regarder, point barre, et pas emmerder les gens qui ont envie de les regarder de leur côté. Personnellement, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis tout à fait de ton avis, Thierry. Je pense sincèrement que c'était Fred qui disait ça. Pour chaque film de super-héros, il y a 90 films à côté. On a un film de Danny Boone par an et on a un Marvel par an aussi. Donc, non, on a peut-être 2 Marvel par an, d'accord. Donc, on a 2 fois plus de Marvel que de Danny Boone, mais ça montre quand même qu'il y a énormément de films comme ça. Bon. Oui, puis il y a Sundance, si tu veux s'intéresser au cinéma américain et au cinéma américain indépendant. On n'est pas obligé de regarder systématiquement du cinéma, de studio. Il y a le cinéma coréen qui fait une émergence qui connaît une émergence depuis maintenant pas mal d'années avec des choses de très très grande qualité, quoi. Encore une fois, à partir du moment où les gens sont curieux, ils sont pas obligés de se cantonner à un seul et même genre. Enfin, on va pas manger des pâtes tous les jours sous prétexte qu'on aime ça. On a peut-être aussi envie de manger, je sais pas, un bagel aux avocats, quoi, à côté, et ce sera très bon aussi. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. On peut pas, à un moment donné, critiquer en disant qu'il y en a trop. À partir du moment où on nous impose pas de les regarder, je vois pas où est le problème, quoi. C'est des faux problèmes, ou alors on est un peu trop français et les gens aiment bien gueuler, quoi. Pour rien. Alors, autre point qui va nous permettre d'avancer dans cette problématique, dans ce questionnement en tout cas, les dangers des méga-productions cinéma dont on parlait tout à l'heure. Tu nous mentionnais Avatar, bien sûr, qui n'est pas du comics, mais qui opère au même niveau, on va dire. En fait, les dangers de ces méga-productions sont mentionnés de plus en plus souvent autour de nous, et on pointe en général du doigt le risque de concentrer autant d'argent et de moyens sur une poignée de franchises. Pour précision, le Avengers Endgame, le dernier Avengers, qui est quand même le deuxième film le plus rentable de tous les temps, est particulièrement révélateur à cet égard, avec un budget de production annoncé de 356 millions de dollars. Et là, je parle hors budget marketing que les studios n'y chiffrent jamais. Je peux que m'interroger et me dire que l'échec potentiel que représenterait un film de cette ampleur aurait un impact dévastateur sur le cinéma en général. Est-ce que le 9e art
pourrait potentiellement être impacté de la même manière. Et donc, autrement dit, Hollywood peut-il tuer les super-héros et avoir raison des comics? Personnellement, j'ai sincèrement beaucoup de mal à verser une larme sur l'état financier des studios, quoi. Je suis beaucoup plus concerné par le fait que des gens qui travaillent de manière indirecte pour ces studios-là puissent se retrouver sans boulot. Là aussi, il faut un peu remettre l'église au milieu du village, ou la mosquée, ou quoi que ce soit. Enfin, sincèrement, quoi. Je veux dire, s'il n'y a plus de comics de super-héros, eh ben, on fera des films à partir d'autres sujets. Je ne vois pas où est vraiment le problème, ni même la question, très honnêtement. Je pense que peut-être potentiellement on aura si ça se casse la gueule, hein, la branche cinéma de le MCU, si un jour le MCU se casse la gueule, peut-être qu'on aura une réduction de voilure. Mais je n'imagine pas qu'on ne puisse pas trouver un mensuel de Spider-Man. C'est là depuis 1963, ça fait 60 ans que c'est comme ça. Même toutes les rumeurs qu'on a eues que DC allait mettre la clé sous la porte, de toute façon, très vite, on a entendu parler de rumeurs que Superman et Batman allaient trouver asile chez d'autres éditeurs. Je pense qu'il y aura toujours du comics. Ensuite, peut-être qu'on reviendra un petit peu plus de sobriété. Encore une fois, Marvel, 80 titres par mois. 80 titres par mois, ça fait 20 par semaine. Sans compter ceux qu'ils licencient déjà à d'autres éditeurs, notamment IDW qui fait du Star Wars, qui fait du Spider-Man jeunesse, qui fait du Captain Marvel, du Avengers jeunesse. Ouais. Quelque part, on a peut-être l'émergence, le début d'un modèle à venir, en fait, où ces grosses sociétés vont à un moment donné regarder les comptes et se dire que tiens, l'édition de bande dessinée, c'est finalement pas du tout ce qui rapporte, et donc on va avoir des cost killers qui vont débarquer, qui vont dire bah tiens, on arrête de faire de la bande dessinée parce que ça rapporte que dalle, ça coûte de l'argent, et puis on va simplement licencier les personnages auprès d'autres éditeurs parce que ça va faire et que ça va être l'édition de bande dessinée, elle va continuer d'une manière ou d'une autre, quoi. Même si c'est plus sous le label Marvel Publishing, ça sera peut-être IDW plus Marvel qui va publier ça, ou Dark Horse plus Marvel qui va publier ça, ou je ne sais pas. Cette évolution, en fait, que vous semblez percevoir ou prédire, on va dire, à défaut d'un autre mot, me fait m'interroger sur le fait que tout à l'heure on parlait des séries ou des comics, des one-shots, peu importe, à la narration plus décompressée. Enfin, pas tant la narration plus décompressée. Je vais formuler ma question autrement. En fait, en série télé ou tout ce qui est SVOD, c'est-à-dire Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie, en fait, la narration plus décompressée qu'offre le cinéma, contre les séries télé, pardon, par rapport au cinéma. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va permettre à des récits plus compliqués, plus récents peut-être, plus proches de nous, de prendre le dessus sur ce modèle dans lequel nous nous trouvons actuellement? Et est-ce que, en gros, en fait, est-ce que l'avenir de l'adaptation ne passera pas principalement par la télé et les plateformes de SVOD? Peut-être. Je pense qu'il n'y a qu'à voir. Je ne suis pas persuadé que Walking Dead aurait eu du succès si ça avait été un film. Parce qu'on se serait cantonné au premier story arc, et puis in fine, on aurait dit ouais, bah, c'est une histoire de zombies, why not? L'intérêt de Walking Dead, ce sont les gens, ce sont ces personnages qu'on suit, c'est un soap. Donc la série télé s'y prête beaucoup plus. Et puis un côté feuilletonnant, comme le comics. Bah, oui, c'est plus facile, pour moi en tout cas, c'est plus facile d'avoir une adaptation de quelque chose de feuilletonnant en quelque chose de feuilletonnant. C'est beaucoup plus simple. Ouais, tout à fait. Puis ça permet de creuser et d'intensifier énormément les relations entre les personnages, de développer les personnages beaucoup plus que ce qu'on peut faire sur la durée d'un film. Et puis, je sais pas, moi j'essaie de me référer à ce que je vois aujourd'hui sur des séries télé, notamment dans le genre super-héros. Mais les moyens ou visuellement le résultat qu'on obtient, c'est bien meilleur que n'importe quel film à gros budget des années 80, quoi, déjà. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de générer quelque chose qui est superbe, séduisant,
séduisant visuellement et qui est bien au-delà de ce que des vieux films que l'on continue à regarder. J'ai un exemple, moi j'ai mon fiston, c'est toujours une espèce de bataille entre nous quand je dis que Tron, le premier film, c'était un film absolument génial. Aujourd'hui, au bout de 10 minutes, il s'endort, il en peut plus, quoi. Ça le fait. Pour lui, il y a que Tron Legacy qui existe, et je peux comprendre son point de vue dans ce domaine-là, parce que visuellement, on est habitué à une qualité, même à travers une simple série télé, que l'on n'avait même pas, à laquelle on n'aurait même pas rêvé il y a 40 ans, quoi. 30 ans au cinéma. Alors, on va bientôt clore le débat. J'ai une avant-dernière question. Donc, comme on l'a évoqué, en fait, la pluralité des contenus qui ont été transposés autant sur petit écran que grand écran, que ce soit sur Internet, dans les jeux vidéo, dans les plateformes SVOD, on sait qu'Hollywood a et a toujours eu un impact vraiment indélébile et colossal sur le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'impact le plus grand ne serait pas celui des comics papier, en tout cas, j'entends, sur Hollywood et la pop culture mondiale? Moi, je vois plutôt l'inverse. Ouais, moi aussi. Ouais, ça, et puis c'est ignorer d'autres domaines, hein. Je veux dire, il se développe énormément de choses sur des plateformes numériques, de la télé numérique, des blogueurs et autres, et qui se contrefichent énormément du contenu et des comics ou du cinéma tiré des comics, quoi. Moi, je vois plutôt l'inverse parce que je trouve que le comics est souvent inspiré, mais ça, je pense que Fred saura mieux le formuler que moi. Je pense que le comics est souvent inspiré du cinéma. Quand on voit les Daredevil de Frank Miller, on voit qu'il y a des ninjas de partout parce qu'il a été fan de films de ninjas à une période. J'adore les ninjas. Et aujourd'hui, on se rend compte que les personnages de chez Marvel, ouais, d'accord, ils ont inspiré les films, mais c'est surtout les films qui inspirent les personnages de chez Marvel aujourd'hui. C'est-à-dire que les costumes ressemblent à ceux des films. On a des coutures de partout maintenant dans le comics. Avant, il y avait des bottes retournées au niveau des mollets. Maintenant, ce sont des Rangers Dave Cockrum. avec lacets. Voilà, Dave Cockrum, bien sûr. Et donc, moi, je pense sincèrement que c'est l'inverse. Et c'est l'inverse également dans la narration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des story arcs qui vont faire 4, 5, 6 épisodes, donc une centaine de pages. Une centaine de pages, 1 minute la page, ça fait grosso modo une centaine de minutes. Donc, typiquement, on va passer autant de temps à lire un recueil, un trade paperback, donc, ou un album à la française, que de regarder un film. Et donc, on va mettre grosso modo la même quantité d'informations dans les deux. Et j'ai une sensation que c'est pour ne pas trop perturber la personne qui est allée au cinéma, pour pas lui montrer un truc véritablement feuilletonnant. Tu parlais précédemment, Luc, de Chris Claremont sur les X-Men. C'était un soap opéra, ça durait des dizaines et Enfin, il est resté 17 ans, je crois, sur les X-Men. Donc, le mec, pendant 17 ans, il a géré plusieurs séries X-Men, et il y avait des intrigues qui traînaient en longueur, mais qui c'était passionnant, du coup, parce qu'on avait envie de lire la suite. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus le cas. Ça doit être à chaque fois new reader friendly. À chaque fois qu'il y a un trade paperback que quelqu'un va acheter, il va falloir au maximum que ce soit compréhensible pour cette personne, comme un film. Bah, faut jamais oublier que les comics de super-héros sont jamais que du soap, quoi qu'il advienne, associé au genre super-héros, mais de la même manière que Walking Dead que tu évoquais tout à l'heure, c'est jamais qu'un soap dans un univers où il y a des zombies en arrière-plan. C'est du soap, voilà. C'est de l'interaction entre personnages. C'est toujours l'interaction entre personnages, ouais. En ce moment, en fait, les comics, si tu te focalises là-dessus, les comics, en fait, sont un carburant d'Hollywood en ce moment, tu vois. Enfin, en ce moment, ça fait bientôt 20 ans que ça dure, mais ça a toujours été plus ou moins le cas. Mais d'un autre côté, les comics, s'il y a de l'action qui te parle, voilà, tout ce qui est basé sur l'action, ça vient du cinéma. Donc, en fait, c'est plus l'inverse, c'est plus le cinéma, ce qui fait bouger le cinéma, en fait, qui influence le reste de la pop culture. De toute façon, la bande dessinée et le cinéma sont à peu près contemporains. Ils ont été à peu près créés en même temps, toute fin du 19e, début 20e. Et donc, ils se sont nourris l'un l'autre. Mais je pense quand même que le poids économique, tout simplement, pour ces grandes sociétés, Disney s'intéresse à ce qui se fait au cinéma. Il ne s'intéresse pas du tout à ce qui se fait sur papier. Et malheureusement, ça aurait pu être du coup un espace de liberté pour Marvel. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
On oublie un petit peu les jeux vidéo dans l'histoire là, parce que c'est aussi une industrie Oui, ouais. colossale et qui utilise les mêmes ressorts scénaristiques que ce qu'on peut trouver au cinéma ou dans les séries télé ou dans les comics. Hein. Alors ça, par contre, ce serait un tout autre débat qu'on pourra se conserver peut-être pour une prochaine table ronde. Donc, je vais en profiter pour conclure. On va terminer ce débat qui était passionnant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois de votre présence parmi nous aujourd'hui pour les échanges enrichissants qui, j'espère, en fait, auront jeté un éclairage nouveau sur les comic books auprès du grand public. Je tiens par ailleurs aussi à exprimer ma joie d'avoir pu organiser ce premier débat sur le thème des comics dans cette édition 2021 un peu particulière du festival Sevrier BD et avec une équipe d'intervenants qui n'a rien à envier aux majors que sont Avengers ou bien la Justice League. Alors, je tiens également à remercier la super équipe de Sevrier BD, tous ceux qui ont rendu cette table ronde possible, avec une spéciale dédicace à Vincent Patleguen qui m'a aidé à la technique avec cette visio. Ne ratez surtout pas donc, la prochaine table ronde qui aura lieu demain soir à partir de 18h30, qui s'intitule Parcours croisé entre récit et écran, l'adaptation d'œuvres jeunesse en dessin animé. Ne ratez pas également, bien sûr, toutes les autres visioconférences qu'on vous a concoctées avec amour et qui s'annoncent passionnantes, qui sont d'ailleurs un moyen parfait pour occuper vos soirées confinées jusqu'à samedi soir prochain inclus. Les liens des sites concernant nos intervenants seront ajoutés sous la vidéo ainsi que le lien du site du Festival Sevrier BD. Merci à vous tous les spectateurs, de nous avoir regardés jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, là où on va, on n'a pas besoin de route. Prenez soin de vous. Merci à tous. Bonsoir à tous et merci. Merci bien. Bonsoir. Merci, salut.